Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Répartascience. Je suis aujourd'hui accompagné de l'inénarrable Nathanaël Larigaldi. Comment ça va, Nathanaël? Ça va bien et toi? Ça va super, merci. Et aujourd'hui, je suis également accompagné non pas de un, mais de deux invités pour la première fois. Benjamin Le Hénaff en premier. Salut Benjamin. Salut. Et Camille Sanray. Salut Camille. Salut. Déjà, je vais commencer par vous demander de vous présenter succinctement, voilà, qui vous êtes, ce que vous faites, sur quoi vous travaillez. Après, on va enchaîner sur pourquoi cet article. Dites-nous tout. Tu commences ou je commence? Je commence? Ok. Donc Benjamin Leneuf, maître de conf en psychologie sociale à l'Université de Franche-Comté. Voilà. Et puis moi, je travaille sur tout ce qui est identification sociale, identification groupale et comment est-ce que ça influe plein de facteurs socio-cognitifs et comportementaux. Voilà. Et moi, donc, je m'appelle Camille Sanré, je suis maîtresse de conférences en psychologie sociale à l'Université de Strasbourg et je travaille dans le cadre de mes recherches sur tout ce qui a trait au processus de stigmatisation des minorités sociales, que ce soit du côté des personnes non concernées, de la façon dont les personnes non concernées perçoivent du coup les minorités sociales, ou du côté des personnes concernées. Et donc, dans quelle mesure la connaissance de la stigmatisation va influencer leur perception d'elles-mêmes et en conséquence, notamment leur santé mentale. Et du coup, c'est toi, Camille, qui nous a proposé cet article. On a tous été emballés. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cet article particulièrement, sans trop en dévoiler de l'article, mais quand même nous donner un petit teaser? Alors, comment je vais faire ça sans trop dévoiler? Globalement, donc c'est un article qui me paraît intéressant parce qu'il évoque une problématique qui est pas super fréquente dans les échanges qu'on peut avoir avec les collègues, à savoir globalement, est-ce que c'est pertinent de faire de la recherche sur des sujets qui nous touchent personnellement et quelles conséquences ça peut avoir du coup dans ce cadre-là. Et du coup, c'est principalement ça, c'est que je trouve que c'est une question qu'on se pose pas suffisamment ou, à mon sens, pas nécessairement de la bonne manière. Et ça, on y reviendra du coup. Ouais, ouais, ça, je suis complètement convaincu de ça. En ayant lu l'article, je me suis dit, mais vraiment, c'est un sujet hyper important et je me suis jamais posé cette question avant. Donc, je te rejoins tout à fait. Ce que je vous propose, donc, pour commencer, c'est tout simplement que j'explique cette recherche avant qu'on débatte dessus, qu'on réfléchisse dessus tous ensemble. Donc, l'article s'appelle Is Me Search a Kiss of Death in Mental Health Research? Donc, on va parler aujourd'hui du baiser de la mort. Et qu'est-ce que le baiser de la mort? Le baiser de la mort, ça fait référence au fait de fournir des informations qui vont amener des comités qui prennent des décisions à rejeter des candidats qui étaient bons par ailleurs. Donc on va leur dire des informations en tant que candidats qui font qu'ils vont nous rejeter indépendamment du fait que on aurait pu être un bon candidat si on n'avait pas donné ces informations-là. Et ce terme est apparu en 2006, mais moi j'en ai jamais entendu parler, dans une étude menée auprès de 457 programmes d'études supérieures en psychologie qui offrent des conseils aux étudiants potentiels sur la façon dont ils peuvent s'inscrire à ces programmes-là. Et cette étude de 2006 conclut que la discussion d'un problème personnel de santé mentale est susceptible de diminuer les chances d'un candidat d'être accepté dans ce programme. En plus de ça, dans un guide, alors j'imagine que c'est un livre qui s'appelle Mitch's Uncensored Advice, qui est un des guides les plus renommés utilisés par les étudiants et les professeurs aux États-Unis. Il est indiqué que les candidats en psychologie clinique sont souvent exclus pour avoir divulgué leur propre psychopathologie. Donc, en termes simples, quand on fait référence à ces expériences de santé mentale, le fait de faire référence à ces expériences de santé mentale peut être un baiser de la mort en psychologie clinique et donc nous fermer des portes de cette manière-là. Donc c'est mal vu de vouloir étudier la dépression si on a souffert de dépression, de vouloir étudier l'anxiété si on a souffert d'un problème d'anxiété, d'étudier le cerveau humain si on s'appelle Nathanaël. Voilà, c'était ma petite blague du jour. Le truc, c'est qu'on ne se lève pas le matin en se disant, je vais faire de la psychologie. Souvent, on sait que le besoin des personnes qui font de la psychologie, souvent en psychologie clinique, en fait, les personnes qui vont faire de la psychologie clinique le font pour mieux se comprendre, mieux comprendre leur histoire, mieux comprendre leur famille. Enfin, ils le font pas de manière purement inintéressée. Souvent, on va aller dans une discipline scientifique parce que c'est une discipline qui nous intéresse particulièrement.
Et donc c'est là on va définir un terme que je ne connaissais pas non plus qui s'appelle le self-relevant research, qui signifie en français la recherche pertinente pour soi-même. Camille, tu avais aussi donné un autre terme, la recherche qui nous concerne, je crois que tu avais dit quelque chose comme ça. Ouais, bah en fait, dans le titre de l'article, hein, c'est le me search, donc voilà, la Ouais, recherche sur moi-même, la recherche qui nous concerne. ouais. Bon, moi j'ai gardé le terme self-relevant research pour ce brouillon, mais bon voilà, c'est la recherche qui nous concerne directement. Et donc ça, c'est quand les chercheurs vont étudier un trouble, un symptôme ou une condition dont ils ont eux-mêmes fait l'expérience ou dont ils font eux-mêmes l'expérience actuellement. Et donc une critique fondamentale de ce type de recherche, c'est que on va supposer tout de suite que les personnes qui font ce type de recherche le font en manquant d'objectivité ou que leurs recherches vont être biaisées parce que ben, forcément, vu que ça nous touche, on va essayer de montrer des choses d'une manière différente de si on était purement objectif dans la science purement objectivable. Et donc l'auteur de cet article, hein, le chercheur de cette étude qui s'appelle Andrew Devendorf, va utiliser ce qu'il appelle une auto-ethnographie pour expliquer pourquoi, selon lui, c'est important d'avoir des self-relevant research. Alors, j'ai pas tellement compris la différence entre auto-ethnographie et biographie, mais voilà, on pourra en discuter aussi. Il raconte un petit peu son histoire où, en gros, voilà, je vous la fais courte, il dit que son frère s'est suicidé après une dépression sévère et qu'il a décidé ensuite d'aller à la fac pour étudier la dépression et expliquer la raison. Et malheureusement, quand il demande à aller dans les facs, tous les comités d'admission le refusent quand il dit qu'il le fait pour cette raison-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle il écrit cet article. Euh, et alors, un point qui est hyper intéressant dans cet article, c'est que, en fait, il nomme un certain nombre de chercheurs qui sont reconnus dans leur domaine et qui pourtant font des recherches pertinentes sur eux-mêmes. Donc, il parle par exemple de la docteure Marsha Linehan, qui est la fondatrice de la thérapie comportementale dialectique, qui est une thérapie qui a pour but d'aider les personnes sur le trouble de la personnalité limite et qui elle-même dit avoir vécu des difficultés avec un trouble de personnalité limite. Kay Redfield Jamison, une éminente chercheuse sur le trouble bipolaire, qui a écrit un livre qui s'appelle An Unquiet Mind, qui elle aussi dit avoir souffert du trouble bipolaire. Jonathan Rothenberg, qui lui, quand même, enfin, moi je le connaissais déjà de tout cela, c'est celui que je connaissais déjà, qui du coup a souffert de dépression et a écrit, enfin, il a une échelle hyper connue sur la dépression. Eline Sachs sur la schizophrénie, Adi Jaffé, je sais pas comment on dit, sur la consommation de substances. Et donc en fait, toutes ces personnes-là qui sont très connues dans leur domaine ont travaillé sur ce domaine-là tout en étant des personnes qui ont vécu en eux les troubles qu'ils ont étudiés. Et donc la question que pose ce chercheur, c'est faut-il soudainement se méfier de l'intégrité de ces chercheurs parce qu'ils ont une expérience personnelle de leur domaine de recherche et en quoi la conduite d'une recherche qui est self-relevant est différente d'un universitaire qui va tester sa propre théorie pour lesquelles il n'est pas forcément impliqué dedans. Et ce qu'il dit, et ça c'est du coup pour contrebalancer le problème de manque d'objectivité, c'est qu'on sait que pour réussir dans le milieu académique, il faut être passionné et en fait, qu'y a-t-il de plus motivé par la recherche de vérité que ceux qui ont un besoin intrinsèque de trouver une réponse à leurs questions? Et de plus, ils peuvent aussi être des patients ou se mettre à la place des patients, ce qui peut augmenter leur créativité ou la qualité des idées qu'ils peuvent avoir de réponses thérapeutiques à tester en fait dans leur recherche. Voilà à peu près tout ce que j'ai noté pour cet article. Je ne l'ai pas du tout fait dans le bon ordre, je l'ai fait en fonction voilà, comment je sentais l'article. Est-ce que vous voulez rajouter des choses vraiment par rapport au contenu de l'article? Est-ce qu'il y a voilà, il y a des morceaux de l'article où vous vous dites ça, on n'en a pas parlé? Benjamin, Camille? Moi, de mon Il me côté, non, ça me semble. paraît relativement exhaustif. Moi, pareil. Ok, et ben cool. Et donc je commence par, dans mes questions, à vous parler d'un point qui est totalement différent de l'article, mais qui va vite reboucler, pardon. C'est que très récemment, il y a un documentaire qui est apparu. Le documentaire a été fait sur Canal+, je crois, qui s'appelle Une chance de survie, l'oncologue et son cancer. Je sais pas si vous connaissez.
Donc c'est un documentaire où il y a un oncologue qui du coup a étudié l'oncologie et fait des études sur l'oncologie qui a un diagnostic de cancer et qui se dit ben c'est super, je vais pouvoir. Enfin, je pense pas qu'il se soit dit c'est super, je pense qu'il s'est dit c'est la tuile, mais qu'après il s'est dit je vais pouvoir étudier mon propre cancer et du coup développer des nouvelles méthodes d'investigation sur mon propre cancer et le tester sur moi-même, etc. Et en fait, j'ai tout de suite fait écho entre ce domaine biomédical et ce dont on est en train de parler là, c'est-à-dire les recherches en clinique, en me disant, mais en fait, pourquoi c'est OK dans l'étude du cancer que on peut faire des études sur soi-même quand on a le cancer et on en fait, c'est tellement cool qu'on en fait une série sur Canal+. Et pourquoi en psychologie ce serait tellement dévalué qu'on presque on interdirait les chercheurs de faire partie des programmes d'admission pour étudier en psychologie leurs propres troubles. Je sais pas qui veut se lancer, Benjamin, Camille, même Nathanaël si tu veux. Même Je sais moi, pas. c'est gentil. Vas-y Camille, vas-y, je t'en prie. Je sais pas, Benjamin, à part si tu veux commencer, mais moi, il y a quand même une chose, c'est que je pense que, alors je connais pas cette série-là, mais je sais que ça fait aussi débat dans la recherche médicale, hein, cette question de faire des expériences sur soi-même, et que notamment, alors je me souviens plus du tout le contexte, donc ça va être très flou comme information, mais il y a une chercheuse, je crois, en biologie ou je sais pas, qui s'est retrouvée dans une situation comme ça à vouloir faire des études sur elle-même parce qu'elle avait une pathologie particulière. Et ça a un peu mené aussi à une levée de bouclier quand même, du côté notamment des aspects, des organismes un peu de déontologie et d'éthique. Donc je pense que cette problématique-là, elle est partout. Par contre, je pense qu'elle n'émerge pas pour les mêmes raisons. C'est- Et je pense que c'est ça en fait qui est intéressant ici, c'est que à mon sens, et on en reparlera probablement, mais ce qui gêne dans le fait de faire de la recherche sur des sujets qui nous intéressent nous-mêmes, alors dans le cadre par exemple de la maladie mentale, parce que c'est particulièrement marqué, c'est que en fait la maladie mentale est ancrée profondément dans des perceptions extrêmement stigmatisantes, et notamment en fait à partir du moment où on a une maladie mentale, on nous retire entre guillemets notre capacité à percevoir les choses de façon objective parce que c'est associé à des perceptions d'incompétence, parce que c'est associé à des perceptions d'impulsivité, de dangerosité, etc. Et du coup, c'est vraiment cet aspect-là, je pense, qui est important, c'est que pour moi, la raison, elle émane majoritairement de ça, de cette idée qu'en fait, quand tu as un trouble mental en tant que personne, tu n'es plus, au regard du monde, en capacité de réfléchir à ta situation et donc, a fortiori, de réfléchir à la situation d'autres personnes, quoi. Et j'ajouterais à ça, je pense qu'il y a aussi l'histoire de... Parce qu'un un truc qui n'est pas très clair pour moi dans ces discussions en général, c'est où est mis le focus. Pourquoi est-ce que les maladies mentales, c'est pas OK, alors que bosser sur le sexisme, par exemple, quand on est une femme, c'est OK, alors que potentiellement, on a aussi été victime de sexisme, etc. Et en fait, il y a une espèce de jauge où c'est OK, mais sans que ce soit explicite, en fait. Et justement, sur ce sujet-là, il en parle dans l'article du fait que des personnes transgenres qui travaillent sur les questions de genre, c'est pas OK. Par exemple, ouais. Et Mais donc, pardon, non, vas-y, vas-y, Adrien. vas-y. Non, juste pour rebondir sur ce que tu dis, Benjamin, moi, à mon sens, alors, dans le cadre du sexisme et d'être une femme et de travailler sur le sexisme, figure-toi qu'il y a aussi du backlash dans ce Mhm. cadre-là, que je connais un certain nombre de collègues qui travaillent sur ces questions-là, et en fait, il leur est reproché du coup une posture militante. Et en fait, je pense que l'enjeu, il est pas nécessairement sur le sujet spécifique, il est sur OK, mais pourquoi du coup, ça serait plus OK de traiter de ces sujets-là quand tu n'es pas concerné? Pourquoi ça serait plus OK de travailler sur le sexisme quand tu es un homme? Pourquoi ça serait plus OK de travailler sur les troubles psychiques quand tu n'es pas concerné par un trouble psychique? Et je pense que c'est là, encore une fois, le fond du problème, et c'est pour ça que je commençais à rentrer par l'accès stigmatisation, c'est que c'est vraiment une question, à mon sens, de dynamique de pouvoir au sein de la société et de qui a le droit de se permettre d'exprimer des opinions quand bien même ça ne les concerne pas. Et alors, Parce qu'on je me permets de rebondir sur ton rebond, Camille, sur un article que j'ai
vulgarisé dans une newsletter il y a quasiment 1 an et demi, qui est un article que je trouve extrêmement intéressant, justement sur l'étude de l'autisme, où en fait ce sont enfin, c'est une chercheure qui est diagnostiquée autiste, qui a fait un sondage auprès des autres chercheurs sur l'autisme avec, et ça c'était vraiment hyper intéressant, des questions ouvertes. Et dans ces questions ouvertes, c'était des questions sur ben, qu'est-ce que vous étudiez, pourquoi vous l'étudiez, etc., etc. Et en fait, ce qu'elle avait mis en évidence dans son sondage, c'était que en fait, les chercheurs objectifs non biaisés avaient une vision de l'autisme qui était une vision extrêmement fortement utilitariste. C'est-à-dire qu'on étudie l'autisme en essayant de trouver des moyens pour que les autistes puissent contribuer à la société, puissent se remettre à travailler, puissent... et en fait, c'est pas pour les aider eux, c'est pour aider la société à faire face à leurs troubles pour qu'ils soient le moins gênants possible dans la société. Ils avaient aussi une vision du coup hyper déshumanisante en disant, mais en fait, le seul problème de l'autisme finalement, c'est pas que c'est des gens qui sont stigmatisés, c'est pas des gens qui souffrent de problèmes sociaux parce que les gens les mettent dans un coin, ils veulent plus parler avec eux, c'est parce que leur comportement n'est pas adapté à la vie en société, donc il faut travailler fortement, principalement sur leur comportement pour qu'ils puissent travailler, quoi, en gros. Et, euh, et là, on nous dit, ces gens-là qui travaillent sur l'autisme de cette manière-là ne sont pas biaisés. Alors que clairement, ce qu'elle dit, c'est qu'ils sont biaisés par une logique hyper forte capitaliste, en fait. Je me suis arrêté un petit peu de manière impromptue dans ma phrase, mais voilà, je vous laisse rebondir à nouveau sur nos rebonds, parce qu'apparemment, on est vraiment tous en train de rebondir en ce moment. Alors, de fait, pour rebondir, ce que tu soulignes, en fait, ça renvoie vraiment à l'opposition qu'il y a, et notamment dans le cadre du handicap, entre une vision euh, réintégrative. L'objectif, c'est de fait de se dire, bah, en fait, c'est aux gens de faire en sorte de faire les efforts nécessaires pour se réadapter à une société qui, du coup, veut bien les accueillir, mais si il y a une modification et s'ils rentrent dans le moule initial. Et puis des visions vraiment inclusives où l'idée c'est de se dire, ben, en fait, non, il y a des visions qui sont différentes et il faut faire en sorte que ce soit la société qui réfléchisse à ça. Au niveau de l'autisme, c'est beaucoup développé, notamment actuellement dans tout ce qui est modèle de la neurodivergence, justement, où on sort un petit peu de cette idée que c'est un handicap. Évidemment, ça peut constituer un handicap, mais du fait de la société, mais c'est pas un handicap en soi. Et du coup, partir du principe que l'objectif, c'est plus de percevoir des différences et pas des différences hiérarchisées, quoi. Juste des différences qui sont ce qu'elles sont et qui existent, quoi. Et ça revient un petit peu sur les vieilles discussions alors ça rebondit sur ce que tu as dit tout à l'heure et sur ce que tu dis là, sur les vieilles discussions de la différence entre la science neutre et la science militante, où en fait, qu'est-ce qui différencie littéralement la science neutre de la science militante? C'est que dans les faits, il y en a une qui va dans le sens du vent et pas l'autre. Et en fait, là, ce que tu décris, c'est une science qui va pas dans le sens du vent. Donc effectivement, elle n'est pas vue comme acceptable, parce qu'elle est vue comme militante. Donc oui, complètement, on est sur ces dynamiques-là, je suis d'accord. De cette, quand tu dis aller dans le sens du vent, c'est aussi une forme de militantisme, mais qui n'est pas Assumer. assumée. C'est plus ça l'idée, quoi. Assumer ou conscientiser. Parce que des collègues qui vont dans le sens du vent et qui vont te défendre que non, ils font une science neutre et absolument pas militante, t'en as 13 à la douzaine. Mais en fait, on en revient juste à ces questions de dynamique de minorité-majorité. C'est-à-dire que quand tu fais pas partie de la majorité, en fait, ta vision, c'est la norme. Donc nécessairement, t'as pas l'impression de faire quelque chose qui est militant par essence, parce que bah, tu fais juste maintenir le statu quo. Et du coup, il y a pas de conséquences en termes de modification des croyances et des dynamiques de fonctionnement, etc. Par contre, quand tu te positionnes du côté des minorités, généralement, l'objectif, c'est justement de remettre en question ce statu quo-là, et là, ça pose problème en termes de perception. Mais par contre, oui, dans l'absolu, le militantisme, il est des deux côtés, c'est juste qu'il prend pas les mêmes formes, et surtout qu'il il vient pas chambouler le fonctionnement actuel de la même façon, quoi. Et d'une certaine manière, tu as aussi une hypocrisie là-dedans. Alors, sur certains troubles ou autres, bon, ça, entre guillemets, ça peut se voir et se connaître ouvertement, mais dans l'absolu, ce procès en militantisme qui peut être fait à certains chercheurs, certaines chercheuses,
dans le fait de faire quelque chose qui les concerne, c'est notamment parce qu'ils ont eu le péché d'être trop transparents et de dire qu'ils avaient ce trouble. Parce que dans l'absolu, c'est pas une obligation non plus de dire que tu t'intéresses à la dépression parce que tu souffres de dépression. Et en fait, ce qu'on leur reproche limite, c'est d'avoir été honnête. Et avec toutes les discussions d'open science, de traçabilité qu'on a en parallèle, c'est très hypocrite et paradoxal en fait. Qu'on ait cette demande forte d'être transparent à 100%, mais par contre, si tu es transparent, bah, on va te le reprocher derrière. Mais ce que tu dis, ça me fait penser à deux choses. Déjà, dans l'article, c'est un petit peu ce qu'il mentionne, hein. D'ailleurs, en gros, ce qui lui était reproché quand il a candidaté à certains programmes de financement, c'est en gros, mais pourquoi tu nous donnes toutes ces informations qui sont beaucoup trop personnelles, globalement, et qui s'éloignent du cadre strict académique, voilà, qui relève des compétences strictes qu'on valorise dans ce cadre-là. Donc, il en parle un petit peu dans l'article. Et puis et la deuxième chose, j'ai oublié, voilà, ça va revenir, mais c'est pas grave, petit trou de mémoire. C'était probablement extrêmement passionnant et je pense qu'on passe à côté de quelque chose, Ah, je suis tant pis. déçu, hein. Je suis vraiment déçu. Mais je Euh, trouve ça, moi, je trouve ça oui. très intéressant, effectivement, cet angle un peu open science et transparence, parce que effectivement, en fait, ce qui me heurte moi un petit peu, c'est qu'il y a quelque chose qui est effectivement très très visible avec une question de pathologie, psychopathologie, etc., de minorité et tout ça, mais la plupart des chercheurs qui font une recherche, en fait, de toute façon, ils sont aussi persuadés de leurs hypothèses expérimentales. Et en fait, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles on a autant de p-hacking dans la recherche. Les gens, ils bidouillent un petit peu leurs données jusqu'à ce que ça soit significatif. Bah là, on est sur une démarche qui finalement, le parallèle avec une question de militantisme, en fait, il pourrait se faire quasiment immédiatement. Et le fait qu'il y a un biais de publication énorme en faveur de certaines hypothèses, en particulier les hypothèses quand les résultats sont positifs, mais il y a aussi cette idée que la science est de moins en moins disruptive. Il y a un article qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, donc il y a de moins en moins d'hypothèses et de validation d'hypothèses qui vont contre les normes établies, alors que ça ne veut pas dire qu'elles sont mieux établies qu'avant, hein, loin de là. Donc tout ça, en fait, finalement, on pourrait presque voir ça comme un genre de même dynamique, finalement, où on pourrait pointer du doigt en retour en disant, mais attendez, vous accusez les gens qui veulent rechercher, par exemple, la dépression parce ils ont vécu une dépression, mais quel programme de recherche échappe à cet aspect de vouloir prouver ces hypothèses, de vouloir avoir une forme de, euh, je sais pas, peut-être de dogmatisme ou j'en sais rien quoi. Donc si personne n'y échappe, soit du coup on accepte que tout le monde est dans ce bateau-là et donc du coup il n'y a pas de différence à faire, soit personne n'y est et dans ces cas-là on accepte tout le monde. Mais on peut pas faire la distinction, moi, me paraît très très arbitraire en fait entre les deux, étant donné les données qu'on a sur le mode de publication contemporain. Alors, je me permets je suis complètement d'accord et justement sur ces aspects de sciences ouvertes, j'ai retrouvé la deuxième chose que je veux dire. C'est que ça fait écho notamment ce qu'on avait évoqué d'ailleurs comme autre possibilité de discussion pour aujourd'hui, la question des positionnements oui, des déclarations, pardon, de positionnement de la part des chercheurs et chercheuses quand on publie, à savoir, en gros, quand on publie une recherche, préciser d'où on a fait notre recherche, donc bah, quelles sont nos appartenances groupales notamment, etc. Et dans quelle mesure ça peut avoir influencé la façon dont on a perçu les choses, développé les choses, etc. Et comment on présente ensuite les résultats. Et en fait, ça, je trouve que ça renvoie alors à cet aspect de science ouverte, sauf que si on regarde un petit peu, ces déclarations de positionnement, elles existent, à ma connaissance, majoritairement, pour pas dire exclusivement, dans des revues qui sont centrées sur la perception des minorités, justement, notamment dans le cadre du handicap, c'est assez et là, dans ce cadre-là, au moins, par contre, il y a cette idée que, en fait, peu importe d'où on parle, qu'on soit concerné ou pas, justement, c'est important de le mentionner. Donc, il y a un peu une remise en question de ce paradigme majoritaire. En fait, quand tu fais partie de la majorité, il n'y a même pas besoin de dire que tu es la majorité parce que tu es la norme. Ça, c'est un petit peu remis en question, mais par contre, ça reste circonscrit, encore une fois, à des revues très, très spécialisées sur des thématiques particulières, alors que, ben, en fait, rapport à ce que tu disais à l'instant, ça devrait être tout le temps. Parce qu'en fait, évidemment, en tant que chercheur et chercheuse, ben, la façon dont on développe les choses, la façon dont on monte nos hypothèses, dont on va les défendre, du coup, ensuite mordicus en fonction des résultats qu'on obtient,
ça, c'est influencé par qui on est, peu importe qui on est, et donc peu importe qu'on fasse partie de minorité ou de majorité, quoi. Parfaitement d'accord. Est-ce que, d'abord préciser, puis après je pose une question en retour. Euh, Moi j'ai l'impression, en général, c'est surtout les sciences très qualitatives, en fait, qui ont tendance à beaucoup vouloir dire d'où ils partent, parce que pour essayer justement d'éviter les biais. Et il y a un espèce de malheureusement un peu de mépris de la part des sciences quantitatives envers les qualitatives, en disant oui, mais nous on fait des statistiques, puis on fait des mathématiques, alors du coup c'est objectif. Alors que quand on regarde comment elles sont faites dans les faits, voilà, il y a de quoi remettre en question pas mal l'hypothèse opérationnelle en fait derrière, quoi. Même si on pourrait discuter peut-être que effectivement, si jamais les maths et les stats étaient faites vraiment correctement de façon très très stricte, peut-être que ça permettrait d'évacuer un petit peu de subjectivité. Et du coup, la question, ouais, est-ce que les champs dont tu parles, est-ce que c'est des champs qui sont majoritairement plus qualitatifs et qui du coup profitent de cette histoire en fait? Ouais, tout à fait. En tout cas, les revues que j'ai en tête, c'est des revues qui sont majoritairement qualitatives, en fait, qui publient majoritairement des recherches qualitatives. Elles publient aussi du quantitatif, mais ça émerge surtout dans ce cadre-là. Et ça renvoie vraiment à ce que tu dis, c'est-à-dire que quand on fait du qualitatif, la façon dont on traite les données est de fait, et encore, est perçue comme de fait plus subjectif que quand on fait du quanti. Donc, il y a ce besoin de se positionner parce que c'est important, parce que ça peut modifier la façon dont tu vas traiter les choses et donc les informations que tu vas extraire, notamment en termes de corpus textuel, etc. Mais encore une fois, et là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, dans le quantitatif, on a exactement la même chose parce que on sait bien. Et d'ailleurs, quand on commence à se plonger un peu dans la littérature, notamment sur les statistiques, on se rend compte qu'on est loin d'avoir une seule bonne façon de faire les choses et qu'en fait, il y a une multiplicité de façons de faire les choses et que tout renvoie à ces fameux degrés de liberté. Et ça, pour le coup, que ce soit du qualitatif ou du quantitatif, quoi. Mais oui, oui, les revues que j'avais en tête, de fait, c'est principalement du quali. Après, je trouve que c'est un petit peu aussi oublié l'histoire de la psychologie, parce que ne serait-ce que dans la psychologie sociale, quand on regarde les fondateurs des grandes théories qu'on mobilise aujourd'hui, c'est des gens qui étaient assez ouverts en fait sur le fait de, on est en train de faire un truc parce que ça nous touche personnellement et ça nous intéresse. Je pense à la tripotée de chercheurs qui ont fait des recherches suite à la Shoah et qui étaient en mode comment est-ce que des sociétés peuvent arriver à ça? C'est entre autres parce que ça les touchait personnellement. Zimbardo, après avec toutes les critiques méthodologiques qu'on puisse faire à Zimbardo, a un parti pris quand même qui est idéologique extrêmement fort et qui est limite assumé. Limite, de moins en moins, mais au début qui était pas mal assumé, etc. Donc, à mon avis, il y a aussi un moment où on a commencé à se distancer. Alors, peut-être, Nathanaël, pour suivre les logiques quantitativistes de on est en retrait, etc. Je pense qu'il y avait aussi une recherche comment dire ça de manière sympa, une recherche de légitimité, en mode non, on est une vraie science, on est neutre. Mais je pense que c'est important de rappeler quand même de temps en temps qu'à l'heure actuelle, les théories qu'on porte, c'est des théories qui sont à la base créées par des gens qui, clairement, avaient une posture, aujourd'hui, on dirait militante. Ouais, et alors, moi je trouve ça fascinant, parce qu'en plus tu évoques là la psychologie sociale qui peut tomber vachement sous le coup de la du militantisme, du machin, etc., sous le coup de ce genre de critique. Mais en fait, c'est vrai historiquement en psychologie, aussi dans la psychologie cognitive, où on peut beaucoup moins facilement adresser cette critique. Même les études sur la mémoire, et ça, je trouve ça extraordinaire. Les études sur la mémoire, quand on regarde les études d'Ebbinghaus, qui sont toujours des études qui sont toujours considérées comme bon, elles sont pas parfaites, mais il a montré l'effet de priming et puis de primauté. Il me semble qu'il a montré les deux effets. Donc le fait que quand on utilise la mémoire à court terme, de façon très très résumée, on se souvient mieux des premiers mots d'une liste de mots et des derniers mots dans une liste de mots. Le mec, il a écrit ses listes de mots tout seul. C'est lui qui les a choisis, ces listes de mots, et c'est lui qui se les fait passer à lui-même. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que on fait difficilement moins objectif que ça, et pourtant c'est un des effets en psychologie cognitive qui est complètement évident. On connaît tous les effets de primauté et de récence, quoi. Ils sont là. Et on a voulu s'éloigner de ça. Et bizarrement, on a moins, voilà, un petit peu une certaine dose de sarcasme du coup de ma part.
On a quand même vachement moins de théories super fortes à l'heure actuelle en psychologie via ce recul en disant nous sommes légitimes de par l'utilisation des statistiques, que je ne remets pas en question à côté de ça, hein. J'adore les statistiques, c'est génial, hein. Mais, euh, mais à quel point est-ce qu'il faut s'en distancier? Moi, je suis plutôt en faveur d'approche mixte parce que bah, l'histoire de la psychologie nous montre bien à quel point ça fonctionne chez nous. On fait les choses un peu correctement avec justement de la transparence et de l'honnêteté de bout en bout, quoi. Peut-être un peu aussi une bonne compréhension des méthodes qu'on utilise. Un petit taquet que je lance comme ça. Ce qui est intéressant dans les exemples que vous donnez, c'est aussi que aujourd'hui, on n'apprend pas ça. Aujourd'hui, on n'apprend pas, je veux dire, les jeunes générations n'apprennent pas que, bah, voilà, Milgram et puis toute la clique, ils proviennent d'une histoire, que Ebbinghaus, tu le disais, il l'a fait sur lui-même. Enfin, ces choses-là ne sont pas dites aujourd'hui, et c'est un petit peu comme si les théories qu'on avait aujourd'hui, alors, soit sont hyper pratico-pratiques sans théorie, donc on montre aux étudiants des images des expérimentations, soit alors sont purement théoriques et on explique aux étudiants, voilà ce que sont les théories, mais on apprend quand même assez peu, ou en tout cas on met assez peu l'emphase sur pourquoi ils ont fait ces théories, comment ils ont fait ces théories, d'où ça provient dans l'histoire et à quel moment elles ont été créées. J'ai l'impression que Benjamin, tu pas forcément d'accord avec ce que je viens de dire, mais... Oui, bah, j'ai pas eu le même vécu après, donc peut-être que c'est moi qui ai eu un vécu différent. Mais je sais que moi, quand on m'a présenté, alors quand j'étais en licence, hein, ça commence à dater, c'est peut-être possible pour ça, il était dans l'effet de vieillesse. Mais quand on m'avait présenté Milgram, Lerner et compagnie, on m'avait fait cette contextualisation quand même de voilà, Milgram, il se posait la question par rapport au nazisme, Lerner par rapport au gouvernement qui envoie les gens crever alors que ça continue à être accepté, etc. On l'avait présenté, moi, contextualisé. Pas de ouf non plus, mais donc je pense que il y a quand même une bonne variabilité là-dessus. Hmm. Et, Mais ouais. je pense que, et là on en revient aussi un petit peu à ça, c'est parce que moi aussi ça a été assez contextualisé sur ces aspects-là, mais parce que c'est des choses qui construisent tellement notre histoire collective qu'en fait tu peux pas trop passer à côté. Tu vois, c'est des choses qui sont tellement ancrées dans la façon dont ça a été développé, etc. Et je pense que c'est là aussi la différence, c'est qu'à mon avis, il y a des choses sur lesquelles, encore une fois, c'est valorisé presque d'être contextualisé, parce que ben, tu essayes d'expliquer la Shoah, tu vois, c'est quand même un truc ultra noble en termes de valorisation et de perception. Et puis des choses qui sont beaucoup moins valorisées, bah, tu essayes d'expliquer pourquoi ton propre groupe est stigmatisé, mais c'est un groupe parmi tant d'autres dans un contexte qui est plus moderne, dans lequel en plus on remet un peu en question les aspects de stigmatisation systémique, etc. Et il y a quand même beaucoup de mise à l'écart par rapport à ça. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il y a des choses, typiquement Milgram, c'est OK de dire que c'était contextualisé, que ça a émergé d'une question, à la fois parce que la question est tellement grosse que c'est comme ça, et parce qu'en plus c'est dans le passé quand même. Je pense que actuellement, par contre, remettre en question et réfléchir à se dire, ben en fait, il y a toujours des dynamiques de pouvoir, il y a toujours des groupes qui sont moins favorisés que d'autres. Là, ça pose d'autres soucis en termes de perception globale, quoi. Ouais, t'as totalement raison, effectivement. On passe à la question suivante ou vous voulez continuer? On a fait beaucoup de temps sur cette question. Je suis très content. On est allé vraiment dans le détail. La question suivante, en fait, Euh, c'est une question, donc bon, là, je disais juste avant le podcast que ma femme travaille dans un hôpital psychiatrique. Il y a une notion qui, dans les hôpitaux et notamment bah, dans les hôpitaux psychiatriques en particulier, se développe énormément, c'est le concept de père aidance. Le concept de père aidance, c'est l'idée que quand on souffre d'un trouble, on va pouvoir aider au mieux des personnes qui souffrent de ce trouble, alors que nous, du coup, on est dans une version, on n'est pas en crise, où on est restabilisé, où c'est plus facile pour nous de pouvoir donner des conseils. Et je trouve ça hyper intéressant de se dire, bah oui, effectivement, nous, en tant que psychiatre ou nous, en tant que psychologue, clinicien, on va pouvoir être aidé par des gens qui comprennent mieux le trouble que nous parce qu'ils l'ont vécu pour bah, soigner ou aider des personnes à aller mieux qui vivent ce trouble-là. Comment est-ce que vous expliqueriez le fait que bah, ce concept-là, qui est quand même aujourd'hui fortement ancré et de plus en plus en médecine, ne l'est pas forcément en psychologie? J'ai deux, j'ai deux pistes de réflexion là-dessus.
La première chose, alors c'est qu'à mon avis, tu te positionnes pas au même niveau. C'est-à-dire que la paire aidance, c'est le fait d'accompagner les personnes pour qu'elles comprennent mieux leur vécu, donc leur expérience en tant que personne. Pour le coup, la science, c'est la production des savoirs. C'est pas tout à fait le même niveau en termes, encore une fois, à la fois de valorisation, etc., et de conséquences et de perception globale. Et du coup, ça renvoie pour moi à deux choses. Alors, un concept qui s'appelle le concept d'injustice épistémique. Je sais pas si vous connaissez ce principe-là, mais c'est globalement l'idée que bah, il y a certains groupes, notamment pour lesquels on remet en question leur capacité de se positionner comme producteurs de savoir. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça l'enjeu, c'est cet aspect de production des savoirs. Et en fait, quand tu as un trouble psychique, ok, tu es en capacité de dire, ben moi j'ai vécu ça, toi tu vas peut-être le vivre aussi, ben là ce que tu vis, je l'ai vécu, etc. et faire des liens. Mais ça reste dans le concret. C'est pas de la production de savoir, c'est pas la même chose. Tu passes pas dans le niveau supérieur en termes de réflexion. Et puis en lien avec ça, ça me rappelle, je sais qu'on en avait discuté un petit peu avant en préparant le podcast. Ça, pour moi, ça m'évoque un modèle qui existe en psychologie, psychologie sociale, qui s'appelle le modèle expérience agentisme, qui est un modèle qui vise à expliquer la façon dont on attribue des capacités cognitives aux groupes sociaux et qui part du principe que, en gros, cette attribution de capacités cognitives, elle se fait sur deux dimensions différentes. Une dimension d'expérience, et là, c'est en gros, est-ce que tu attribues aux personnes la capacité de ressentir des choses et de vivre des expériences en tant qu'individu au sens très large. Et puis l'agentisme qui renvoie cette fois-ci à la capacité à réfléchir à tes expériences et du coup à justement produire du savoir sur tes expériences. Et je pense que dans le cadre de la paire aidance, on se situe clairement sur l'expérience, pas nécessairement sur l'agentisme. Dans le cadre de la recherche, on se situe plus sur l'agentisme et pas sur l'expérience. Et je pense que c'est là en fait que ça bloque quoi. Si je peux émettre un contre-argument vis-à-vis de ce que tu as dit, l'article en lui-même s'intéresse du coup au baiser de la mort, donc le fait que les personnes ne puissent pas accéder aux études universitaires en psychologie. euh, je suis pas sûr que ce soit forcément pour faire de la recherche, ça peut aussi être pour devenir psychologue clinicien. Alors ça, de fait, je pense, alors lui se positionne du côté de quelqu'un qui voulait faire de la Ouais, recherche, c'est aussi pour ça que je le ouais, ouais, tout mentionnais à comme fait. ça. Et de fait, je pense que ça s'exprime de manière générale, mais je pense qu'à partir du moment où tu fais des études en psychologie, tu te positionnes, alors certes, plus tant en producteur vraiment de savoir, mais quand même en tant que sachant. Il y a quand même cette idée-là, tu vois, que tu as une espèce de hauteur, en fait, par rapport aux choses, hauteur qu'on te dénie, en fait, si jamais tu es concerné, quoi. Finalement, tu vis une dépression, tu t'en remets, bon, on sait les risques de rechute, mais tu vas mieux. Tu vas pouvoir aider des personnes qui vivent une dépression, mais par contre, tu pourras pas expliquer pourquoi, de manière générale, la dépression existe ou pourquoi la dépression peut être guérie ou que les symptômes diminuent dans tel contexte ou dans tel contexte, parce que tu n'as pas pardon, je l'ai plus, cette expérience agentique, c'est ça que tu avais dit. Bon, L'agentisme. ouais, l'expérience Mm. agentisme, à cause de ça. Finalement, ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment ces deux côtés-là. Le côté, bah, on peut aider parce qu'on a un vécu, mais on ne pourra pas extraire de ce vécu des généralités qui permettent de faire de la recherche. Alors, ouais, c'est ce que je dis. Après, voilà, c'est vraiment à l'état d'hypothèse. À ma connaissance, ça n'a jamais été testé. Et alors, on en parlera peut-être après. Donc, dis-moi si tu me fais les gros yeux et Vas-y, vas-y. j'arrête de parler. Mais ça pose d'autant plus problème qu'on sait, par contre, dans la recherche et notamment dans le cadre des accompagnements en santé mentale, qu'à l'inverse, avoir un praticien, donc là, pas dans le cadre de la pérédance, vraiment avoir un praticien ou une praticienne qui a du coup ce savoir et cette position de hauteur, qui a vécu notre situation, ça aide dans le cadre de la thérapie. Ça amène des thérapies qui sont plus efficaces avec un suivi du traitement, un suivi de la thérapie qui est plus élevé, etc. Donc là, c'est un peu les contre-arguments hein, de cet aspect-là. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas cette capacité-là, ben, en vrai, ce que les données nous disent à l'heure actuelle, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, il faudrait justement, et que c'est même mieux dans ce cadre-là. Ça marche mieux, quoi.
Eh Je pense ben, qu'il y a aussi un contexte qu'il faut pas négliger, parce que bon, sur les aspects d'apport de la recherche, Camille, t'es experte là-dessus, et si tu dis que ça marche, apparemment, moi je suis très content d'apprendre, c'est cool. Mais le problème pour moi, en fait, c'est qu'on a aussi tout un contexte, en fait, qui est entre épistémologique et politique, où en gros, enfin, on est dans ça fait plus d'un siècle, où on a un formatage quand même de qu'est-ce que c'est que l'aide psychologique, qu'est-ce que c'est que la thérapie, etc., qui est pour le coup en totale opposition avec cette logique du praticien ou de la praticienne concernée et touchée, où il faut une espèce d'élévation. Alors, c'est pas le cas de tous les courants, bien sûr, je parle des courants majoritaires, psychanalytiques notamment, mais pas que, avec le concept du sachant, pour le coup, vraiment, et qui est vraiment un sachant extérieur, euh, voire qui n'est pas censé exister dans la relation autrement que comme un miroir, par exemple. Et tout ça, forcément, ça contredit un petit peu cette approche alors de père aidant ou d'aidant ayant connu quelque chose, qui, pour le coup, est un aidant qui apporte plus et qui va plus se positionner. Avec tous les défauts que ça peut avoir aussi, hein, parce que je peux aussi voir sur tout ce qui est comportements toxiques qui peuvent émerger de certains troubles psychiques, le fait d'être passé par là, ça tend aussi à un peu trop relativiser les choses en passant. Et du coup, à dire, bah non, bah, oui, oui, cette personne se fait telle chose, bah, c'est normal, c'est pas grave. Alors que, non, d'un point de vue clinique, c'est pas non plus, c'est pas au petit, quoi. Ouais, moi, je voulais juste dire une chose pour qu'elle soit dite au moins une fois, je pense, dans le podcast. C'est aussi à la décharge un petit peu des recruteurs. On peut aussi se dire que, notamment dans le cadre de troubles mentaux, il peut y avoir une part aussi relativement justifiable de penser que, étant donné qu'un PhD ou des programmes de recherche, c'est très usant mentalement, une personne qui a un historique de dépression, on peut se dire peut-être que cette personne, elle va pas être capable de supporter la charge mentale de faire un PhD ou quoi que ce soit, et donc potentiellement partir en gros burn-out, en grosse dépression, et donc potentiellement en fait c'est révéler une faiblesse qui fait qui touche un petit peu à la terreur de tous les superviseurs, qui est mon PhD va se barrer en cours de route, et donc ça pourrait en fait, en plus des autres variables dont on parle, potentiellement avoir le déclic, un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et se dire bon, non seulement c'est donc de façon un petit peu plus peut-être inconsciente, non seulement c'est rien qu'un dépressif ou ce genre de choses quoi, et en plus de ça, bah oui, mais si dans un mois il se barre parce qu'il supporte pas le programme de recherche, c'est problématique. Donc d'autant plus qu'en clinique, il y a quand même une grosse partie de la recherche qui n'est pas financée et donc qui demande de travailler à côté, qui du coup met encore plus à risque des personnes qui peuvent déjà être à risque de santé mentale. Qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait donner un argument contraire, alors peut-être pas au tien, Adrien, mais au tien, Nathanaël, sur le fait que dans l'absolu, quelqu'un qui a déjà l'expérience d'avoir envie de crever tous les jours, bah, dans l'absolu, il va pas être particulièrement surpris d'avoir envie de crever à cause de sa thèse. Euh, et on pourrait même argumenter que des gens qui, au contraire, ont toujours très bien vécu, alors très bien vécu entre guillemets, bien sûr, ou en tout cas ont eu une absence de troubles et de ce type d'expérience négative, n'a pas développé le réflexe de résilience, même si le terme est galvaudé, face à ce genre de difficultés. Donc même si j'entends la vision naïve que tu rapportes, je pense qu'elle pourrait aussi être inversée c'est bon, ils ont connu pire en fait. ouais, en vrai, je suis plutôt d'accord, hein, effectivement. Ouais, Pardon Camille, je t'ai coupé. non, non, mais pas de souci. Mais oui, oui, je suis très d'accord avec Benjamin là-dessus. Et je pense qu'en fait, ce que tu soulignes, ça renvoie et ça fait écho à nouveau à tout ce qui est stéréotypes et stigmatisation, notamment dans le cadre de la santé mentale et notamment les aspects de faiblesse hein, potentielle des personnes. Euh, qui peuvent en partie potentiellement être réels sur certains aspects très, très particuliers, mais je suis pas convaincue de fait que ça reste, à mon sens, de l'idée reçue, quoi. Ah, en tout cas, je connais pas de données qui permettraient de se dire, bah oui, de fait, si on regarde, par exemple, dans le cadre des doctorats, bah, si la personne a des problèmes de santé mentale, le taux d'abandon est plus élevé que quand elle n'en a pas, quoi. Et vu Par qu'ils le contre, ce disent que je pas connais avant, comme données, ouais, alors oui.
Et je connais des données qui montrent que, a priori, le doctorat de fait est un facteur de risque dans le développement de troubles de On est santé tous des mentale. Ça, c'est encore survivants. autre chose. Et alors, oui, du coup, j'avais une question et finalement, Camille, on a parlé un petit peu avant sur le fait que les cliniciens qui ont souffert de leurs troubles sont plus à même ou seraient plus à même d'aider des personnes qui ont vécu ce trouble-là. Donc, je vous ai beaucoup parlé de moi d'exemples dans mes questions précédentes et je vais continuer. J'ai du coup fait ma thèse dans un organisme de formation et j'ai toujours été choqué de voir que les coachs, les formateurs, c'était des personnes qui, globalement, je fais une généralité, c'est pas tous, mais beaucoup, ont fait un burn-out, étaient mal dans une entreprise, etc. Et un jour ont vu la lumière parce qu'ils ont géré une équipe ou etc. d'une manière qui fait qu'ils ont été hyper performants, super performants, etc. Et ils ont décidé d'en faire un livre blanc, une formation, une série Netflix, etc., etc. Bref, d'expliquer aux autres pourquoi leur méthode miracle fonctionne, alors qu'ils ont vécu des situations difficiles auparavant. Et en fait, ça a immédiatement résonné avec cette idée de, ben, si je souffre d'un trouble, je suis mieux à même d'aider des personnes qui souffrent de ce trouble-là quand on est, voilà, quand on est clinicien. En me disant, mais en fait, peut-être que moi, j'ai réussi à me sortir de ce trouble-là d'une manière qui ne collera pas forcément du tout à la manière qu'auraient besoin mes clients ou mes patients. Et du coup, je me méfie vachement de ça envers les coachs et les formateurs et je me dis, est-ce que c'est pas ça aussi applicable aux professionnels de santé, quoi, tout simplement? Mais en fait, je pense que oui, s'il n'y a pas de formation, c'est là tout l'enjeu, justement, de permettre aux personnes concernées d'accéder aux formations et de pouvoir se former. Parce que dans ce cadre-là, j'ai l'impression que en fait, t'as la double perspective. Tu as à la fois la perspective du vécu, qui va aider de fait en termes de prise de perspective de la personne que tu vas accompagner. Pour la personne que tu accompagnes, si tu lui parles du fait que tu avais des soucis similaires, ça va aussi favoriser notamment le développement de la relation thérapeutique avec la personne, etc. Donc il y a le vécu et il y a la formation, il y a les connaissances, il y a la structure en termes d'accompagnement qui fait que justement tu gagnes, si tu l'avais pas avant, ce recul et cette capacité à te dire, bah oui, ce qui a fonctionné pour moi n'est pas nécessairement ce qui fonctionnera de manière universelle pour toutes les personnes dans cette situation-là, quoi. Donc je pense que justement, en fait, ce que tu soulignes, c'est un argument de plus pour ne pas avoir ce genre de biais, notamment en termes de sélection, quoi. Et est-ce Ah, que... Et puis, Oui, vas-y, Nathaniel. notamment en termes de sélection aussi pour la recherche, parce que si on regarde en fait l'idée même d'avoir des coachs, etc., qui commencent à partir d'une expérience personnelle, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils posent une hypothèse. On peut leur reprocher que, en fait, ils s'arrêtent au stade d'hypothèse, puis après, hop, ils font une formation à partir de leur hypothèse expérimentale. Mais en fait, en vrai, ça serait un parfait point de départ si jamais ces gens pouvaient justement, au contraire, devenir chercheurs pour se dire, tiens, mais j'ai l'impression, moi, de mon vécu, que ça a fonctionné pour moi. Donc, du coup, vérifions l'hypothèse en faisant de la recherche, en se basant là-dessus. Et je pense que peut-être que l'une des raisons pour lesquelles c'est très peu valorisé en recherche, c'est que, enfin en psychologie en tout cas, j'ai l'impression que en général, de par cette espèce de volonté d'élévation de la psychologie à travers l'objectivité, etc., on en oublie complètement que l'un des objets, enfin, au cœur de l'objet de la psychologie, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'inscrutable quelque part par des méthodes complètement objectivantes. Il y a toute la conscience phénoménologique, etc. Ça, on peut pas. C'est une boîte noire, quoi, et qui est complètement opaque, quoi, qui est pas euh, même quand on est purement physicaliste comme moi, malgré tout, on sait très bien qu'il y a quelque chose qui échappe un petit peu à cette philosophie. Et l'idée de la conscience phénoménologique et que quelque chose puisse émerger de tout ça, et que du coup l'expérience personnelle puisse aider à faire émerger des hypothèses qu'on peut potentiellement vérifier et qu'on peut même pas toujours vérifier de façon complètement chiffrée, c'est un truc qui est super embarrassant pour la psychologie. Et j'ai l'impression que plutôt qu'embrasser ça et de dire, OK, nous, on a certaines choses, de par la nature même de ce qu'on étudie, qui sont
très insaisissable. Et donc, il faut essayer d'en faire un bon contour, justement, en essayant de ne pas l'éviter. En fait, on le glisse vite sous le tapis, puis on dit non, 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 ça n'existe pas. Et puis, on va dire, il y a des chiffres, et puis on va faire de l'observation intersubjective pour dégager tout ça. Et en fait, tu lis 5 minutes de philosophie, tu lis Thomas Nagel, qu'est-ce que c'est d'être une chauve-souris? Ah, on n'a pas de réponse. Bah voilà, qu'est-ce que c'est d'être dépressif pour un non-dépressif? T'as pas de réponse non plus. C'est exactement la même chose. Donc du coup, un dépressif qui étudie la dépression, il a obligatoirement, de par la nature même de l'objet d'étude, en fait, il a obligatoirement une lumière en fait à apporter sur la chose qui ne qui peut très difficilement en fait être captable par quelqu'un qui n'a jamais perçu ça. Et ça, perdre ça, c'est une catastrophe, je trouve, pour un champ de recherche. Et donc, même si on peut potentiellement avoir peur de l'aspect subjectif, trop subjectif, peut-être militantiste ou quoi que ce soit que ça peut apporter, alors dans ces cas-là, on n'a qu'à faire la chose intelligente, moi je trouve, c'est d'avoir les deux, en fait. Et puis d'avoir des gens qui n'ont pas vécu ces choses-là, qui ne sont pas forcément d'une minorité, etc., etc., pour contrebalancer, pour s'assurer que ça tire pas dans une direction, et les gens qui sont concernés, bah, eux, ils tirent dans l'autre direction, si jamais il y a vraiment cette difficulté à obtenir l'objectivité, et puis finalement, on finira par obtenir quelque chose de je sais pas, de central au milieu qui reste, quoi. C'est Et peut-être une approche un peu trop juste milieutique, mais voilà. justement, je voudrais aborder cette question juste après, finalement, du juste milieu. Mais j'aurais voulu quand même terminer sur cette question des cliniciens. On voit par exemple en psychanalyse, il y a une forte demande de se faire soi-même psychanalyser pour mieux se connaître. Il y a aussi pas mal ces idées de jeu de rôle dans les cours, notamment en Master 1, Master 2, dans lequel on a aussi la possibilité de se mettre à la place des patients, même si c'est que du jeu de rôle, c'est pas, tu vis pas la maladie ou quoi que ce soit, mais à minima, t'essayes d'exprimer ce qu'expriment normalement au sein d'une thérapie des personnes qui ont ce trouble-là. C'est aussi des manières de vivre et de ressentir ce que peuvent être ces moments-là. Après, ce type d'approche, t'as quand même des aspects qui sont un peu discutables. C'est un petit peu le vieux truc de je te fous un bandeau sur les yeux, je te mets dans un fauteuil roulant pendant 5 minutes, et puis comme ça, tu peux expérimenter ce que c'est que d'être dans une situation de handicap. On sait que c'est très limité, en fait, en termes ne serait-ce qu'en termes pédagogiques, en termes éthiques aussi et philosophiques. Oui, On alors sait que c'est un l'idée n'était outil. pas seulement de dire on expérimente comme ça, mais c'est surtout que bah, en fait, typiquement, l'utilisation de la glace sans teint, elle est vachement utilisée, notamment en Belgique. En France, on n'a pas les moyens, donc on fait des jeux de rôle pour entraîner les gens à être des cliniciens. Mais du coup, il faut quand même quelqu'un qui fasse le rôle du client ou du patient et qui du coup, lui, expérimente même en partie ça. Donc oui, je te rejoins que c'est quand même pas évident, mais ça fait partie de ces idées-là. Moi, du coup, je continue sur cette question-là de Camille qui disait, c'est justement, il faut avoir un background théorique pour pouvoir utiliser au mieux nos connaissances personnelles, que ce soit vis-à-vis de la maladie, etc., pour pouvoir justement avoir ce degré d'abstraction et aider au mieux les patients. Néanmoins, ça, là, ce que Camille vient de dire, n'est pas conscientisé dans les formations. J'ai pas l'impression que on a eu un cours, même en clinique ou quoi, un cours spécifique de si vous avez vécu un trouble psychique, voilà comment gérer au mieux la partie subjective que vous avez et la partie objective que vous avez. C'est pas forcément dit ou clairement exprimé dans les formations. Peut-être aussi parce que dans les formations, on part du principe que tous les cliniciens n'ont jamais vécu aucun souci dans leur vie et que du coup, ça coule de source, qu'il n'y a pas besoin d'en parler. Je pense que c'est ça, en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai des collègues à Strasbourg de certaines orientations théoriques qui, de fait, disent à nos étudiants dès la licence, si jamais vous avez un quelconque trouble psychique, de toute façon, ne postulez pas à notre master, nous ne voulons pas de vous. Le baiser de la mort. Voilà. Et ça, et là, pour le coup, de façon explicite, hein, y a rien de caché, c'est très, très assumé dans les discours. J'ai beaucoup de collègues aussi, alors de manière moins
moins excessive, mais notamment, je suis référente handicap de la faculté de psychologie, donc notamment j'accompagne les étudiantes et étudiants en situation de handicap pour faire en sorte que leurs aménagements soient à la fois les plus adaptés et puis soient respectés du côté des collègues. Dans la grande majorité des cas, ça pose aucun souci. Pour mon cas, hein, je sais que c'est pas du tout le cas partout. Mais il y a aussi quand même, et notamment quand on commence à s'approcher de la question des troubles psychiques, toujours cette question de se dire, mais ouais, d'accord, mais est-ce que vraiment cette personne, t'imagines après, comment elle va pouvoir en fait réussir à avoir une clinique? Comment c'est possible? Parce que est-ce que c'est pas dangereux? Et en fait, le cas, et généralement ce qui ressort, c'est les exemples extrêmes, par exemple de personnes qui ont des troubles schizophréniques, qui sont pas suivies, qui ont pas de traitement, donc qui de fait sont pas stables, voilà, dans les faits, et en disant, regarde, bah quand même, ça, on sait jamais, on sait que cette instabilité-là, ça peut potentiellement être dangereux pour autrui, on va pas donner un diplôme de psychologue à ces personnes-là. Et en fait, t'es obligé de leur dire, mais alors déjà, l'idée, c'est pas de dire que tu vas donner un diplôme de psychologue à toute personne qui a des troubles psychiques. Ça n'a jamais été en fait l'enjeu parce qu'il y a aussi des personnes qui seront incompétentes en ayant des troubles psychiques. C'est évidemment pas la question. Et sans. Mais par contre, justement, tu peux pas non plus utiliser l'argument pour partir du principe que tu ne le donneras à aucun étudiant, quelle que soit sa situation, quelle que soit. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y a ça, et donc de fait, c'est pas évoqué explicitement parce que c'est même pas pensé, je pense, comme une réalité possible qu'il faudrait du coup potentiellement accompagner dans le cadre des formations pour que ce soit fait au mieux, quoi. Moi, ça me fait réagir parce que je trouve ça complètement fou. Euh, à titre personnel, du coup, je vais donner mon opinion personnelle. On est en plein dedans, ça tombe bien. Il n'y a pas de meilleur moment. Euh, tu me présentes un thérapeute qui n'a rien vécu dans son existence. C'est-à-dire, il est né dans une famille aisée, je sais pas moi, il a jamais eu de soucis particuliers dans son existence. Il s'est marié avec sa première petite amie, et puis ils ont des beaux enfants. Il a 35 ans, tout va bien, il est dans sa petite maison, il a sa petite vie pépère, etc. Puis ensuite, il est pertinent parce que il a lu des livres. Et puis il a un diplôme. Moi, je suis désolé, à titre personnel, ce thérapeute, je le prends pas, en fait. Parce que le thérapeute qui a rien vécu, il m'intéresse pas. Parce que quand je vais lui dire, ah bah aujourd'hui, j'arrive pas à me lever le matin, et puis je me sens vraiment pas bien, j'arrive pas à travailler, je me sens complètement tétanisé à l'intérieur. La moindre idée de faire quelque chose, ça me paralyse ou quelque chose comme ça. Le mec, il va être là, genre, ah, dans un livre, j'ai lu qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Alors dans ces cas-là, hop, et puis il sort son petit diagramme dans sa tête en disant, alors si jamais il se passe ça, alors du coup on applique tel truc, etc. Et quel degré d'empathie est-ce que je peux attendre d'un thérapeute finalement qui n'a aucune expérience personnelle, qui pourrait même de loin, sans forcément qu'il faille que le thérapeute ait vécu exactement le même problème que j'ai, mais même de loin avoir cette sensation de d'avoir vécu aussi de la difficulté, etc. Alors qu'on sait en plus que la relation empathique, c'est ce qui joue le plus la bonne relation thérapeutique comme ça. Il faut qu'il y ait de l'empathie, c'est ce qui soigne le mieux dans la psychologie à l'heure actuelle. Qui joue pour la plus grande part des effets, même dans les TCC à l'heure actuelle. Donc c'est capital pour moi. Moi, je voudrais pas d'un thérapeute dont l'expérience ne se limite que à la formation qu'il a eue en psychologie. Et je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui ressentent la même chose. Et du coup, avoir des formations qui ferment les portes aux gens qui ont vécu des choses, des choses difficiles, des choses terribles, en fait, c'est ne pas donner en fait accès à enfin ne pas répondre à la demande en fait, je pense de beaucoup de gens qui ont besoin d'exactement ça pourtant. Mais à mon avis, tu pointes un truc important, c'est qu'on a eu une évolution, en fait, ces dernières années, ces dernières décennies, de deux choses. Primo, des attentes des patients, parce que ce que tu pointes aujourd'hui, c'était pas forcément les attentes il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, où on avait une conception peut-être plus médicale, en fait, de la psychologie, et on s'attendait à un spécialiste froid qui va te sculpter et qui va, voilà. Ou alors au stéréotype très freudien du type qui va t'écouter dans son canapé, mais qui va pas plus parler. Et du coup, on s'en fout en fait qu'il ait de l'empathie ou pas, parce qu'il va pas, il va pas être là pour t'apporter de l'empathie.
T'as ça, mais à mon avis, ce que tu pointes aussi quand tu décris ton profil du psychologue stéréotypé, 35 ans, hétéronormé, etc., c'est qu'à mon avis, on a aussi une évolution des étudiants qui aujourd'hui veulent être psychologues. Parce que, mine de rien, même si à l'heure actuelle, la politique, c'est plus de refermer l'université, pendant un moment, on a quand même une ouverture de l'université où on avait de moins en moins de profils, enfin, on avait toujours une majorité de profils bourgeois, mais moins. On avait une majorité de profils masculins, mais moins. Une majorité de profils hétéronormés, mais moins, etc., etc. Donc, pareil, en fait, une des raisons, je pense, qu'il y a de ce filtre de on veut pas de gens qui ont un trouble, etc., c'est aussi parce qu'en fait, à l'heure actuelle, les personnes qui font ces filtres, c'est des personnes qui sont en poste depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qui sont restées, en fait, sur l'ancien modèle de l'étudiant et sur l'ancien modèle du praticien. Et je pense que ce que tu soulignes, alors de fait, c'est quelque chose de super important. Je suis très d'accord avec ce que tu soulignais, Nathanaël, et ça me fait penser à notamment, là, actuellement, dans tout ce qui est TCC de troisième vague, on se rend compte que il y a certaines thérapies qui ont été développées, qui fonctionnent très bien sur certains publics et qui fonctionnent pas sur d'autres. Pour prendre un exemple, en fait, on commence à prendre conscience que les personnes de minorité de genre ou de minorité d'orientation sexuelle ne, ne bénéficient pas, de la même manière que des personnes qui ne font pas partie de ces minorités-là, de thérapie TCC de troisième vague. Et en fait, ça a amené la question évidemment du pourquoi. Et le pourquoi, c'est ce que tu soulignais, c'est-à-dire que ben, en fait, tout a été fait jusqu'à présent, y compris dans les TCC un peu actuels, de la part de personnes issues de groupes majoritaires. On a réfléchi tout du point de vue des personnes issues de groupes majoritaires. On a développé les outils diagnostiques du point de vue de personnes issues de groupes majoritaires, les thérapies aussi. Et du coup, on se rend compte, là, et on a un projet avec une collègue là-dessus, on essaie de trouver un financement, que bah, le fait d'être issu de minorité fait qu'on est exposé dans notre vie à ce qu'on appelle des stresseurs spécifiques, c'est-à-dire que bah, en fait, on vit des choses que les autres personnes issues de majorité ne vivent pas. C'est comme ça. Notamment, par exemple, dans le cas de personnes homosexuelles, bah, c'est tout ce qui est microagression, homophobe, etc. Que en fait, ce vécu en termes de microagression va amener des sensibilités différentes. Et là, le constat, c'est de se dire, par exemple, dans le cadre de la dysrégulation émotionnelle, donc c'est cette incapacité globalement enfin, pas incapacité, mais le fait que quand on est exposé à quelque chose d'émotionnel, on va réagir plus fort en termes d'intensité et qu'on va avoir plus de mal à réguler en termes de temporalité. Et ben ça, c'est plus présent chez les personnes issues de minorités de genre et de minorités sexuelles. On en a déduit pendant très très longtemps que c'est parce que ces personnes avaient certaines pathologies, mais en fait non, elles n'ont pas de pathologie particulière. En tout cas, là on commence à se dire bah, probablement pas. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait on diagnostique à tort des personnes parce qu'on part du principe que les outils, notamment pour repérer des symptomatologies comme la dysrégulation émotionnelle, sont suffisamment sensibles et sont adaptés à toute personne, sauf que ben, en fait non, ces personnes-là, peut-être que si elles scorent haut sur les échelles de dysrégulation émotionnelle, c'est juste parce que dans leur vie, en fait, elles sont exposées à tellement de trucs dégueulasses que bah ouais, il y a une sensibilité en fait particulière qui se développe chez ces personnes-là. Et du coup, ça souligne bien ça, hein, c'est que je pense qu'il n'y a pas, alors à la fois en termes d'accompagnement thérapeutique, mais en termes de recherche aussi, on ne pourra pas évoluer, on ne pourra pas prendre en compte le vécu des personnes concernées si on ne leur donne pas la parole. C'est pas possible en fait, ça marchera pas. Il y aura forcément à un moment où on se heurtera à quelque chose parce qu'on se rendra compte que ce qu'on a réfléchi de l'autre côté de personnes majoritaires favorisées, ben non, ne fonctionne pas de la même manière chez tout le monde, quoi. Et Ouais. pour continuer dans cette question-là, c'est très clair dans la psychanalyse, mais en fait, ça l'est tout autant dans les TCC, qu'il y a besoin d'une élaboration verbale, en fait, pour pouvoir suivre ces thérapies-là. Il faut pouvoir parler, il faut pouvoir bien parler, il faut pouvoir parler correctement, il faut pouvoir euh, dire ce qu'on ressent, dire ce qu'on fait, etc. Et en fait, il y a une grosse partie de la population qui n'est pas capable de le faire ou de le faire aussi bien. Alors après, on peut dire, oui, bah, du coup, on va faire des thérapies uniquement comportementales, on va enlever l'aspect émotionnel, on va difficilement accéder au cognitif, on va essayer parce que c'est plus compliqué d'y accéder. Mais en fait, enfin, il y a déjà ce filtre-là, hein, parce que Camille, tu parlais du filtre des stresseurs, mais il y a aussi juste
le filtre verbal, que bah, il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer pour diverses raisons, mais parfois juste des questions d'éducation ou des questions familiales, etc., ou des questions juste d'immigration, ces choses-là, quoi. Ouais, j'ai une autre collègue au sein du labo, je fais de la pub, mais qu'on vient de recruter, qui bosse justement sur ces questions d'accompagnement thérapeutique, particulièrement chez les populations migrantes, pour essayer de comprendre justement un peu leur vécu particulier et quel type de thérapie, du coup, est le plus adapté pour ces personnes-là et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans l'accompagnement de ces personnes. Elle fait de la pub jusqu'au bout, dis-nous son nom. Elle s'appelle Freya Group. Ouais, vous donner le nom Ok, écrit si besoin. ça marche. Euh, Euh, ce qui m'intéresse, moi, d'un point de vue aussi, du coup, méthodologie scientifique, c'est que de base, normalement, la science, on pourrait presque décrire ça, en tout cas dans beaucoup de situations, comme une description d'exception, en fait. Comprendre pourquoi les exceptions marchent pas comme le reste. C'est-à-dire que moi, j'ai envie même de dire, si jamais on ne comprend pas pourquoi les thérapies ne fonctionnent pas, ou mal, ou moins bien, ou quoi que ce soit, sur des minorités, donc sur des exceptions, en général, j'ai l'impression que l'état actuel de la psychologie, ça va être de considérer tout ça comme des outliers statistiques et donc de les dégager et de dire, ouais, mais c'est embarrassant, on ne sait pas l'expliquer, ça. Moi, j'ai envie de faire l'argument inverse et de dire, si jamais on ne comprend pas pourquoi il y a des exceptions, ça veut dire qu'on ne comprend pas la règle non plus, quoi. Et il y ouais, a énormément d'observations scientifiques et de théories scientifiques qui ont été construites à travers ce mécanisme-là plutôt que l'inverse. C'est-à-dire pourquoi il y a des exceptions et après, comme on comprend pourquoi les exceptions sont en dehors, alors on comprend la généralité. Et donc c'est même important pour la généralité aussi, je trouve, d'étudier mais les cas justement, limites. ça pose la question des essais randomisés contrôlés. L'idée que quand tu fais un essai randomisé contrôlé, tu contrôles pour les autres troubles, tu contrôles pour la comorbidité, tu contrôles pour... Et en fait, bah, je crois qu'on avait déjà parlé même dans ce podcast avant de cette étude finlandaise justement sur la schizophrénie. Donc en fait, en Finlande, dans les pays nordiques, on a accès aux données de tout le monde, de toutes les données possibles. Et donc, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient regardé combien de participants finlandais diagnostiqués avec une schizophrénie avaient été inclus dans au moins un essai randomisé contrôlé. Et en fait, ils s'étaient rendu compte que c'était systématiquement ceux qui avaient une forme de schizophrénie la moins sévère, avec le moins de traitements, avec le moins de médicaments, avec le moins de comorbidité, avec... En fait, c'était les plus simples à soigner, à traiter, peu importe comment on le dit, et que finalement, ben, du coup, ceux qui avaient des formes les plus sévères, les plus difficiles, ceux qui souffraient finalement le plus de leurs conditions, ben, c'était ceux qui étaient jamais inclus dans ces essais randomisés contrôlés. Et oui, et on pourrait presque croire, en écoutant ça, qu'il faut regarder ces données quand on fait de la recherche. Voilà. Je pense Euh, que oui. ça, juste très rapidement, mais ça souligne vraiment le tiraillement de bah, tu fais de la recherche, donc tu veux des données qui sont robustes, tu veux pouvoir pseudo-généraliser, en tout cas, voilà, part du principe que tu vas pouvoir généraliser, et notamment dans le cadre clinique, bah oui, sauf qu'en fait, tes recherches, elles servent une réalité, en fait, de terrain, et du coup, si tu t'éloignes trop de cette réalité de terrain, t'expliques plus rien, en fait, enfin, ça ne sert plus, en tout cas, l'objectif initial du truc, quoi. Oui, ça sert à un objectif théorique, mais non applicable, en fait, tout simplement. Ouais. Ouais. Euh, on va passer à la question suivante, qui est en fait une question qu'on s'est déjà posée, mais je voudrais aller un tout petit peu plus loin, donc qu'avait abordé Nathanaël avec sa position du milieu où il faudrait autant de chercheurs self-relevant que de chercheurs non self-relevant. Voilà, est-ce que vous pensez que l'accès à la recherche est biaisé? Enfin, est-ce que vous pensez que les théories qu'on construit est biaisé par le fait qu'on manque de chercheurs self-relevant? Et pensez-vous que la recherche se porterait mieux si plus de chercheurs étaient des chercheurs self-relevant et jusqu'à quel point finalement? Alors, je précise, j'ai pas dit autant, hein. T'as dit au J'ai dit milieu, t'as dit au milieu. Ah oui, la position finale est au milieu. Ça veut pas dire qu'il faut autant de chercheurs d'un côté Mais comme de justement, l'autre. c'est un peu cette question-là sur laquelle j'aimerais qu'on débatte, qu'on discute finalement. Est-ce qu'on peut donner des indications par rapport à ça? Alors, réponse très très courte, oui et oui. Et à quel stade et quel niveau, ça c'est un peu toute la question. Pour le coup, je suis pas partisane du fait qui peut pour le coup être un peu perçu en tout cas comme une position extrême de se dire que à l'inverse, tu ne pourrais faire de la recherche que si ça te concerne, parce que je pense que là, on passe à nouveau à côté de plein de réalités, c'est un peu dommage. Mais je pense que par contre, on a besoin de l'éclairage
alors évidemment des personnes concernées, probablement aussi de celui des personnes non concernées, parce que de fait, cette absence de vécu peut apporter, alors, pas nécessairement une objectivité, mais encore une fois, un point de vue en tout cas différent, qui est intéressant aussi, quoi. Mais alors, plus précisément, j'aurais du mal à dire quel pourcentage il faudrait, mais en tout cas, je suis très dans cette idée qu'il faut les deux, quoi. Je rejoins largement Camille là-dessus. Bon, déjà, il y a pas mal de discussions, enfin pas mal, il y a des discussions en tout cas sur, notamment dans le cadre de l'open science, mais pas que, sur effectivement, est-ce que les chercheurs, chercheuses sont représentatifs et représentatives? Pour le coup, Adrien, je pointe que c'est même toi qui m'avais filé cet excellent article de CN, si je dis pas de bêtises, qui abordait cette question. Mais de manière générale, pour moi, les discussions qu'on avait tout à l'heure et ce que disait Nathalie, ça m'a fait penser notamment à la modélisation théorique de la pratique fondée sur l'épreuve et le tabouret à trois jambes des pratiques fondées sur l'épreuve, l'épreuve scientifique, l'expertise terrain et les idiosyncrasies de la population cible. En fait, on est en plein là-dedans. C'est-à-dire que si on veut faire une bonne démarche, une bonne pratique fondée sur l'épreuve, il nous faut de toute façon ces éclairages complémentaires. On le sait, c'est modélisé théoriquement, c'est plus ou moins démontré maintenant expérimentalement que c'est ce qui nous permet de mettre en place les meilleures pratiques et les pratiques les plus logiques et les plus impactantes au final. Donc d'un point de vue intervention, pour moi, le sens, c'est évident. D'un point de vue développement du savoir, je pense aussi, parce que de toute façon, là aussi, si on n'a pas des éclairages complémentaires, de toute façon, on pense tous de la même manière, et dans ce cas-là, en fait, on ne fait pas de science, on fait juste de la confirmation de biais. Oui, alors après, avec cette idée que, que veut dire faire de la science? Est-ce que faire de la science, ça veut dire forcément par des chercheurs qui ont un doctorat avec toute cette idée aussi portée par l'open science, qui n'est pas forcément l'idée que je préfère la plus de crowd science et trucs comme ça, où on va mettre des personnes qui ne sont pas forcément expertes des méthodologies pour récolter des données ou faire passer des... Enfin voilà, pour faire de la science. Et donc voilà, la question ici se pose des modalités de la science quelque part aussi. Mais ça renvoie à ce que tu dis. Je me demandais justement si tu allais vouloir en parler. Tout ce qui a trait à la science participative, qui est quelque chose, hein, qui est un mouvement qui est en C'est train de ça se comme on dit en développer, français. qui est en train de se développer de plus en plus, qui est de plus en plus valorisé d'ailleurs, notamment dans les recherches de financement, etc. Il y a même maintenant certains financements pour lesquels si t'as pas une approche participative, tu pourras pas en fait demander de financement. Euh, je- Personnellement, je pense que ça c'est quand même c'est une avancée et en même temps ça bloque toujours les personnes concernées quand même du côté des personnes entre guillemets. Alors non sachantes, on en revient un peu à cette idée d'expérience versus agentisme, c'est-à-dire que ben on en revient à on va prendre leur expérience, mais par contre on est quand même nous en tant que chercheurs chercheuses les détenteurs de savoir, c'est nous qui savons comment il faut faire le mieux, etc. Et quel concept il va falloir mobiliser. Ce qu'on voit aussi du coup sur la science participative, alors je pense notamment au cas de l'autisme, parce que c'est un cadre dans lequel je bosse et du coup je connais un petit peu comment ça se passe. Souvent, les recherches participatives actuellement, ça se limite à, bah, en fait, au début, on a fait des focus group avec les gens concernés, et puis voilà, du coup, ils ont participé. Et puis après, on a fait nos trucs dans notre coin et on a développé les choses, on a traité les résultats nous en tant que chercheurs, chercheuses, etc. Et en fait, Les faire valoir, quoi. ouais, c'est ça. Tu te retrouves à plus vraiment, pas vraiment prendre la science participative dans son ensemble. Nous, on a un projet, en fait, on se rend compte à quel point ça bouscule, entre guillemets, la façon de voir les choses avec les difficultés, notamment administratives, auxquelles on se confronte à chaque fois, qui portent sur les besoins relationnels des personnes autistes. Et en fait, c'est un projet qui a été développé initialement par des personnes concernées, en l'occurrence une personne autiste et des professionnels de santé qui accompagnent des personnes autistes au quotidien. Et en fait, dans ce projet-là, tout est développé ensemble. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle trois collèges. On a appelé ça collège, mais on pourrait l'appeler comme on veut. On a un collège de chercheurs, chercheuses, on a un collège de professionnels de santé, un collège de personnes autistes, et en fait, tout est réfléchi à chaque fois de façon vraiment, vraiment collégiale, entre guillemets, et collective. Alors, ça ralentit tout, hein, ça c'est clair et net. Enfin, si on veut réfléchir à la façon dont ça fonctionne, c'est que ce que tu pourrais faire toi tout seul en réfléchissant en tant que chercheur, chercheuse, en peut-être un mois, bah, tu passes 6 mois à le faire. Ça, c'est une réalité.
Mais ben, en attendant, tu te retrouves quand même à vraiment prendre en compte la vie des personnes concernées. Et encore une fois, à tout niveau. Pas juste sur, bah, au début, ils nous ont dit que, tiens, ça serait bien de partir dans cette orientation-là. Sauf qu'en fait, partir dans cette orientation-là, après, une fois que tu as choisi ça, tu auras tellement d'autres décisions à prendre dans le cadre du projet que pas prendre en compte la vie des personnes concernées à ces moments-là, bah, tu passes à nouveau un peu à côté du point, quoi. Donc il y a ça, mais par contre, alors c'est long et puis c'est très compliqué. Là, typiquement, on a réussi à obtenir un financement pour payer ce qu'on appelle donc l'éco-chercheurs, donc les professionnels de santé et les personnes autistes, parce que ben, en fait, ils donnent de leur temps sur ce projet de recherche-là et ça nous paraissait normal. Et en fait, le financement, donc on l'a obtenu et au niveau de la fac, ça a bloqué pendant 3 mois parce que, en gros, ils nous disaient, mais co-chercheurs, nous, ça rentre dans aucune case, ça n'existe pas, en fait, en tant que statut. On veut pas, en fait, vous permettre d'utiliser cet argent parce on ne comprend pas le cadre, parce que ce cadre n'existe pas, en fait, actuellement, administrativement parlant. Donc, il y a des choses encore à faire évoluer, Et du justement, coup, pour ça pouvoir s'est terminé passer. comment? Alors, ça s'est terminé, ils ont fini par, en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fini par comprendre la démarche, c'est-à-dire à force de leur réexpliquer la façon dont on faisait les choses. Et donc, ils ont fini par lâcher. On va pouvoir payer les personnes de façon directe, mais plus officiellement, ils le seront en tant que participants, D'accord. Mais de fait, pas en tant il y a que aussi cet chercheurs. effet de nouveauté quelque part qui fait que bah, Je là, c'est pense, ouais. dur et peut-être que ce sera plus facile. Ouais, c'est ça. Mais je pense que du coup, il y a vraiment un besoin aussi de développer ce genre de recherche, de vraie recherche participative pour faire évoluer Hmm. le cadre légal, entre guillemets, administratif, quoi. C'est pareil du côté des comités éthiques, hein. Quand tu veux faire ce genre de recherche, ben, en fait, le document du comité éthique, il correspond pas, en fait, à la réalité de la recherche que tu mènes. Donc, tu sais pas comment le remplir. Et quand ils t'évaluent, bah, ils savent pas comment t'évaluer non plus, parce il y a trop de variables inconnues, en fait. En fait, il y a une demande forte institutionnelle pour avoir de la recherche participative, et à côté de ça, il n'y a aucun support qui permet de le faire facilement ou aussi facilement, pas plus durement que de la recherche traditionnelle. Ouais. Moi, pour l'instant, je pense que c'est ça. Et du coup, Ouais, ça renvoie un peu, pardon. Non, vas-y, Vas-y, Benjamin. vas-y. Je disais, Je après, t'ai pas ça parlé. c'est classique sur toutes les évolutions méthodologiques qu'on a. Je veux dire, les pratiques de sciences ouvertes, il a fallu quoi? Il a fallu 10 ans, 15 ans pour qu'elles commencent à être reconnues et qu'on ait des infrastructures qui nous permettent de les faire tenir. Et encore, généralement, c'est des infrastructures qui sont créées par les chercheurs eux-mêmes, pas par les universités, ou alors elles les accaparent pour ensuite les valoriser. Mais Bah, voilà, il y on a en a toujours un train déjà de retard. On en a déjà parlé, hein, mais le principe de sciences ouvertes qui s'est le plus démocratisé, c'est l'open access. L'open access ayant été démocratisé principalement par les librairies, en fait, hein. C'est les libraires qui sont vraiment à Ouais. l'origine de ça et qui ont mis en place des serveurs dans les universités. Et c'était vraiment souvent, hein, c'est des pratiques individuelles, quoi. Alors après, en France, on a eu le cas particulier HAL qui a un petit peu standardisé les choses au niveau du pays, mais en fait, quand on regarde dans le monde entier, c'est souvent individuel par les libraires de telle ou telle université qui vont avoir parfois un fonds dédié pour ça et parfois vont prendre de leur financement pour le faire, quoi. Et à part ça, tout le reste est quasiment pas suivi, quoi, hein. Ouais. J'en arrive du coup à ma dernière question que j'avais notée. Et elle est directement en lien avec ce que disait Camille, hein. Donc, ce que Camille disait en réponse à ma dernière question, c'était que bah, finalement, pardon, la recherche participative, j'avais le terme encore en anglais, la recherche participative, c'est à la fois un moyen d'inclure les personnes concernées, et en même temps, c'est un peu synonyme de, bah, c'est une manière de les inclure, mais sans trop qu'ils fassent de la recherche par eux-mêmes en tant que chercheurs, plus comme une sorte de faire-valoir. Donc en fait, on accepte de sortir de notre tour d'ivoire pour discuter avec vous, mais vous n'accéderez jamais à notre tour d'ivoire. Et donc ma question, c'est du coup la suivante. Comment on fait pour rendre l'accès à la recherche plus facile pour ces potentiels chercheurs? Donc déjà, comment on supprime ce baiser de la mort? Et puis, au-delà de ça, comment on fait pour que ils soient vraiment reconnus comme des chercheurs en tant que tels et soient intégrés au programme de recherche en tant que chercheurs, en tant que docteurs, etc. Est-ce que vous avez voilà, des idées par rapport à comment finalement on change ce système d'après notre discussion, est un système qui n'est pas bon pour la construction des théories et même pour l'aide qu'on peut apporter aux personnes qui souffrent de troubles mentaux.
Édite pas, il faut tout casser, hein, parce qu'on le dit à chaque épisode, Ah bah donc non. Bah non, mais si tu mets des conditions comme ça aussi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je peux ouais, plus répondre. j'avoue. J'allais, Ouais, j'allais c'est ça. dire, moi j'allais mettre un petit taquet de base, Ouais. juste. Je veux Renversons dire le déjà. capitalisme, mais on le dit à chaque fois, c'est vraiment pénible. Et non, non, ça on le pense juste, hein, très fort. Non, Après, non, on mais aurait aussi l'idée, hein, parce que Benjamin disait, c'est aussi beaucoup des personnes qui sont dans ces communautés-là, qui sont à l'université depuis très longtemps et qui, du coup, essayent de reproduire un système inégalitaire, etc. Donc, on pourrait tout à fait dire, bah, ce qu'on dit souvent d'ailleurs dans l'open science, c'est il faut attendre que ces personnes-là aillent à la retraite pour que ce soit d'autres personnes qui prennent la place. Est-ce ouais. que on n'a pas des solutions un peu plus rapides que ça, ou est-ce qu'il va vraiment falloir attendre 20 ans qu'on les remplace si on y arrive, quoi? Même sans parler de rapidité, je parlerai d'efficacité aussi, parce que ça reste quand même des personnes qui forment des personnes avec une mentalité C'est vrai. similaire. Donc, même en termes de bon, des solutions concrètes, bah, on est toujours sur le même point, hein, il faut convaincre, en fait. Et c'est toujours là, ça le problème. C'est parce que on peut pas avoir de nouvelles pratiques s'il n'y a pas d'adhésion aux nouvelles pratiques. Donc, pour amener une adhésion aux nouvelles pratiques, il y a deux solutions. Soit il faut convaincre les gens, soit il faut forcer les gens. Bon. Il faut Open les Science, forcer. on est parti sur forcer les gens, voilà. Parce qu'au final, on arrive bien qu'on arrive. Enfin, non, pardon, on est parti sur un acte double de forcer les vieux et convaincre les jeunes. Bon. Euh, c'est une stratégie. Est-ce que c'est une stratégie qu'on peut adapter pour tout? Je ne sais pas. C'est une volonté politique, une volonté, déjà une volonté partagée au sein de la communauté, qu'on arrive ensuite à convaincre des acteurs politiques pour mettre en place ces exigences et ces critères. Bah, on le voit un petit peu avec, effectivement, si ça devient de plus en plus nécessaire pour répondre à des AAP, d'avoir de la recherche participative. Bon, ça, c'est une manière, effectivement, de mettre en place ça. Mais il n'y a pas de solution miracle à part tout faire péter. Ouais, moi, Merci. Et puis, non, vas-y. d'accord. Et rapidement, moi je vais juste dire, euh, ouais, il y a aussi un autre truc qui n'est pas abordé dans l'article et qui, malheureusement pour moi, n'est pas abordé suffisamment souvent, c'est que il y a aussi que en tout cas pour l'accès à la recherche, donc là pas pour la formation mais pour la recherche, en vrai toute aspérité sur un CV est utilisée comme excuse pour dire on prend pas ce candidat externe parce qu'en fait il y a mon doctorant qui est là. Et du coup il y a une certaine dose aussi d'hypocrisie dans la recherche. Le népotisme ou les postes à moustache, comme on appelle ça en France, je veux dire, c'est l'extrême majorité des postes qui sont remplis. Bon, en tout cas, de mon observation, il suffit d'aller sur Euraccess et puis de regarder le nombre déjà en France, par exemple, de postes qui sont émis publiquement sur le site de l'Europe. Bah déjà, il n'y a pas grand-chose, hein. Et à tous les niveaux, hein, même pour les post-docs, etc. C'est quand même très très compliqué. Et puis un peu partout, en fait. Enfin, je veux dire, je vais encore un taquet. L'université où je suis, pour chaque poste, il y a le mari ou la femme qui est aussi embauché dans le même département. Euh, Comme par hasard, c'est les deux qui sont tous les deux les meilleurs candidats pour les postes. Euh, non. Et donc ça fait partie, à mon avis, du problème qu'il faut aussi régler et que si tant qu'on ne réglera pas, à mon avis, hein, c'est une opinion, mais tant qu'on ne réglera pas ce problème, ça sera aussi très difficile d'avoir des chiffres non hypocrites aussi sur la véritable raison pour laquelle les gens ne sont pas acceptés. Parce que on peut directement partir sur un truc en disant ah ouais mais quand même regardez cette personne-là elle est dépressive elle est machin etc etc. Et comme par hasard quand on retire tous les autres en fait c'est mon doctorant qui était le meilleur. Et voilà, pour placer mon petit, mon petit hiatus sur ce sujet-là. Alors, je ne serais pas aussi pessimiste que toi sur le taux de moustache, en tout cas sur les postes récents. Peut-être sur, effectivement, si on remonte à 10 ans, c'était peut-être plus grave. Là, les cas législatifs et notamment les différentes jurisprudences, etc., en tout cas en France, hein, je ne sais pas ailleurs, aident au fait que le pourcentage tende à diminuer, je pense. Peut-être que je suis optimiste et que je commence à développer des lunettes roses de Titu là-dessus. Ça peut venir. Euh, Par contre, sur la question que tu pointais là, sur est-ce que les gens sont jarretés pour ça ou pas, une donnée qu'on peut récupérer, je ne sais pas comment exactement, mais à mon avis, on peut la récupérer au niveau ministériel, c'est le nombre de postes RQTH.
par exemple, et à quel point ces postes RQTH sont pourvus derrière. Parce que des postes enseignants-chercheurs RQTH, déjà, il y en a peu. Et même ces postes-là derrière ne sont pas forcément pourvus, alors qu'il y avait des candidats et candidates qui valaient le coup. On m'a encore parlé ce midi, par exemple, d'un poste RQTH en France qui a été mis au concours l'an dernier avec une seule candidature qui collait parfaitement et la personne n'a pas été auditionnée, par exemple. Oui, ça, c'est des stats qu'on pourrait récupérer et s'amuser à regarder. Mais sur les postes plus génériques, enfin de concours, voie de concours classique, effectivement, là, c'est un peu plus compliqué, très clairement. Alors, juste sur Pardon, les postes. Jessica. juste pour demander, RQTH, c'est quoi? Reconnaissance en Reconnaissance. qualité de travailleur handicapé. Merci. Ah, d'accord, ok. C'est la reconnaissance administrative française, en fait, pour les personnes qui sont en situation de handicap. Et justement, pour préciser là-dessus, sur les postes à l'université fléchés RQTH, en fait, c'est aux composantes de demander l'ouverture de ces postes-là, et c'est pas tout à fait le même processus que pour les postes habituels en termes de création, en termes de recrutement, etc. Donc, ça serait pas comparable de toute façon, quand bien même on aurait des données, parce que ça renvoie pas tout à fait à la même chose. Et généralement, ce qui se passe sur ces postes RQTH, je suis assez surprise du coup de ce que tu mentionnes, Benjamin, c'est qu'en fait, ils sont demandés quand les personnes savent qu'il y a un candidat ou une candidate. C'est un peu le processus Ouais. inverse. C'est-à-dire que Ben, ce que tu pointes, c'est une différence. Alors, désolé, c'est un sujet. C'est une différence de pratique ou une différence purement administrative? Parce que dans l'absolu, les universités ont des quotas à respecter, par exemple, et de fait de ça, pourraient ouvrir des postes dédiés, non? Non, c'est vraiment. à ma Ok. connaissance, alors je suis pas ultra calée non plus, hein, mais à ma connaissance, non, non, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe là pour le coup dans ces cas-là. Ok, Et intéressant. c'est d'ailleurs pour ça que du coup, généralement, quand il y a des postes RQTH qui ouvrent, bah, c'est des postes qui sont sur lesquels il y a peu de candidats, voire un candidat, généralement qui sont recrutés. Du coup, je suis un peu surprise dans ton cas, parce que bah, en fait, là, c'est entre guillemets fléché par défaut dès la création, enfin voilà, dès la demande du poste, quoi. C'est vraiment des circuits un peu parallèles. Et c'est le cas aussi d'ailleurs pour les doctorants, c'est-à-dire que si tu as un ou une candidate qui veut faire un doctorat et qui a ce statut de travailleur handicapé, c'est une demande spécifique auprès des écoles doctorales et en fait, c'est des bourses ministérielles qui sont vraiment complètement à part en termes de fonctionnement. Et de ce fait, le fait qu'on dise c'est complètement à part, ça montre aussi que c'est pas forcément une solution pour ben, amener plus de chercheurs qui font des self-relevant recherche sur leur sujet. Tout simplement parce que ben, tu n'es pas reconnu en tant que travailleur handicapé si tu as souffert d'une dépression il y a quelques années. Donc, on pourra Mm. pas. Et puis en plus de ça, si on élargissait ce titre, je sais pas comment on pourrait appeler ça, à toutes les personnes qui font des self-relevant recherche, bah, on les stigmatiserait en disant bah oui, mais toi, tu as eu ce poste parce que tu as ce titre-là particulier et donc tu es déjà biaisé dans ta recherche, etc. Mm. Donc par rapport à la Ouais, question que je complètement. posais, je pense pas du tout que Ouais, ce non. soit une réponse. Et puis oui, alors je suis d'accord avec toi. Et moi, typiquement, pour avoir été dans la situation, j'aurais pu demander la RQTH, j'aurais pu demander du coup des créations de postes spécifiques pour accéder à des postes de maître de conf. Je l'ai jamais fait parce qu'en fait, en termes de perception de soi, Hmm. c'est déjà un milieu qui est tellement compétitif qu'en fait, tu te dis, mais dans la situation où je me retrouve à avoir un poste qui était fléché RQTH, qui a été créé pour moi et qui en fait, j'ai été recrutée pour booster le quota, pour essayer d'atteindre les 6% qui sont légalement attendus toute ma carrière, je vais me remettre en question. Déjà que j'ai des petits problèmes avec ça. Toute ma carrière, je vais me remettre en question en me disant, mais en fait, je suis pas compétente. Enfin voilà, je suis pas légitime à avoir ce poste-là. Donc clairement, ça serait pas des solutions. Je pense que de toute façon, si on peut, je pense qu'on pourrait se mettre d'accord sur le fait que les pratiques ségrégatives, quelles qu'elles soient, c'est jamais vraiment la solution à quoi que ce soit, hein. Ça marche pas Hmm. très très bien. Je... Après, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait en termes de solutions, alors de fait, tout casser, je suis assez d'accord. Ça marche bien comme solution de manière générale. Ça s'applique un peu à tout. Ah, je suis content de C'est vous pas avoir mal. invité. Mais, euh, mais au-delà de ça, si on réfléchit à des choses un peu plus accessibles, sur la question notamment des sciences participatives, je pense qu'il y a des choses à faire pour faire en sorte que, alors à la fois de les valoriser, ces types de recherches-là, mais de les valoriser dans le bon cadre. C'est-à-dire, encore une fois, faire en sorte que des recherches qui font juste des focus group au début pour savoir
comment pensent les gens, et puis ensuite il n'y a plus aucun retour et échange avec les personnes concernées, c'est pas de la recherche participative, et je pense qu'on devrait se mettre d'accord sur le fait que c'est pas de la recherche participative, quoi. Mm. Donc il y a vraiment une réflexion à faire. Je pense il y a aussi du coup tout un cadre à établir, parce qu'il n'existe pas, ou en tout cas voilà, actuellement il n'est pas soit pas existant, soit pas fonctionnel, parce qu'on se rend compte que ça renvoie pas vraiment à la réalité des choses, des trucs à la con. Mais par exemple, au niveau local, on a réussi à faire en sorte que le comité éthique mette en place un groupe de travail justement pour développer un formulaire du comité éthique spécifique à la recherche participative pour que ça corresponde aux réalités de la recherche participative. Ça, je pense que c'est des choses qui permettent en fait de favoriser ce genre d'émergence-là. Là, c'est pareil, ce qu'on a réussi au niveau administratif de pouvoir payer les personnes qui sont co-chercheurs, co-chercheuses dans le cadre du projet. En fait, ça crée un précédent. Et ça fait qu'après, on sait que c'est faisable. Donc, je pense que ça peut permettre d'élargir un peu le champ des possibles. Et puis voilà, montrer que c'est faisable. La question aussi beaucoup sur les sciences participatives, notamment en psychologie, mais pas que, c'est toujours de, bon d'accord, ok, c'est bien, vous répondez à une question de terrain, vous discutez avec les personnes concernées, mais est-ce que c'est valorisable? Parce que, ben, encore une fois, on en revient toujours à ça. Est-ce qu'il y a possibilité, quantitativement parlant, notamment, de valoriser ce qu'on fait de ce point de vue-là? Bah, je pense que ça aussi, c'est le fait de développer des projets, de publier, parce que oui, c'est valorisable, c'est des choses qui vont permettre petit à petit de montrer que c'est une voie possible en termes de recherche qui est aussi valable que des autres types de recherche, quoi. Donc je pense qu'il y a pas mal de ça. Et puis après, sur l'aspect notamment de recrutement, alors dans les études de psychologie, dans les doctorats de psychologie, c'est très très bateau, mais je pense il y a un manque énorme de sensibilisation. Alors on pourrait se dire, mais c'est aberrant de sensibiliser des psychologues à des choses qui normalement devraient être absolument évidentes de ce côté-là, mais en vrai, ça l'est pas, quoi. Moi, je fais des cours en master 2 auprès de futurs cliniciens sur les biais notamment vis-à-vis du handicap, et ils découvrent en master 2 le fait que, bah oui, plot twist, on est biaisé en fait, et qu'on va pas regarder les gens issus de minorités sociales de la même manière que les gens issus de majorité. Et c'est l'épiphanie, tu sais, quand je fais le cours, c'est genre, waouh, mais c'est incroyable. Et quand je leur montre à quel point ça peut influencer leur pratique clinique, j'ai l'impression de transformer complètement leur vision du monde. En master Et 2. justement, je voudrais aussi avoir l'avis de Nathanaël, mais tu vois, cette étude que tu nous as partagée, bah, moi, j'ai jamais entendu parler de ça avant que tu m'aies partagé l'étude, tu vois. Enfin, ça me paraît logique maintenant qu'on en a discuté, que ça fait 1 heure et demie qu'on en discute, et puis je trouve ça hyper pertinent et hyper intéressant de le savoir. Mais en fait, bah, on m'en a jamais parlé avant. Je sais pas, toi, Nathanaël, si c'était le cas, mais non, Alors, jamais, quoi. on m'en a jamais parlé avant, mais en fait, j'ai une expérience de première main de ça, puisque j'ai déjà postulé pour un poste avant mon poste actuel, en fait. J'avais postulé à UC London, d'ailleurs, j'avais été accepté à ce poste. Je suis pas allé parce que avec le Brexit et puis le salaire minable pour vivre au milieu de Londres, c'est pas possible. Euh, pour donner un ordre d'idée, l'endroit où j'allais travailler, c'est si jamais vous tapez London sur Google Maps, c'est exactement l'endroit, ça tombe dessus en fait. Donc autant dire que ça Au coûte cher. centre. Ouais, voilà, ça coûte cher de vivre à peu près ici. Et les salaires ne suivaient pas du tout, mais alors du tout, c'est une honte. Et enfin bref. Et c'était un poste qui était un poste de neurosciences pour étudier la dépression. Comme je venais d'un background de neurosciences, et que j'avais personnellement des expériences personnelles vis-à-vis de la dépression, qui est pas loin d'ailleurs de ce que l'auteur décrit dans l'article, bah, en fait, ça m'intéressait. Et en fait, au moment du recrutement, eh bien, j'ai menti parce que je me suis douté d'avance que effectivement, ça serait très mauvais par défaut, en fait, sans même qu'on m'ait donné particulièrement de conseils nulle part. J'en ai même pas lu. En fait, c'était juste d'instinct. Je me suis dit, à mon avis, il faut pas trop que je le dise. Et quand on m'a demandé quelle est votre expérience vis-à-vis de la dépression et tout ça, en fait, parce qu'il y avait littéralement un psychologue spécialisé en dépression qui était dans le panel, enfin un psychiatre en fait, même spécialisé en dépression. J'ai dit oh non, j'ai pas particulièrement d'expérience. Voilà. Et sur le coup, en fait, je me suis dit
tiens, c'est peut-être mauvais en fait d'avoir dit j'ai pas de dépression, enfin j'ai pas eu de dépression, j'ai pas de prof qui a eu de dépression, etc. Parce que vu l'orientation de la question, je me suis dit, ouh, c'était peut-être pas bon. Et en fait, j'ai été accepté le lendemain, j'avais la lettre disant c'est bon, vous pouvez venir. Donc en fait, je me dis T'es le seul potentiellement, qui n'a pas eu de... non mais potentiellement en fait c'était positif le fait que je dise que j'avais pas d'expérience personnelle, alors que j'avais décidé sur le coup, je me suis dit, il faut pas que je le dise. Et après coup, je me suis dit, mais en fait, je suis un peu con, moi, j'aurais dû le dire. Et bah, c'était Justement, peut-être ouais, il y a bonne beaucoup de décision. non-dits, hein, c'est ça Ouais. le truc, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits. Et toi, du coup, ce que tu dis, Camille, c'est que ben, en fait, en Master 2, tu, tu, tu rends conscience au genre de biais qui peut exister, que du coup, Nathanaël, toi, tu as supposé par toi-même. Euh, mais de ce fait, est-ce qu'on peut aussi dire que ben, les chercheurs qui sont dans ces communautés-là n'ont pas conscience de ces biais? Camille, tu parlais de sensibilisation, n'ont pas conscience de ces biais-là. Et s'ils avaient conscience de ces biais, ça modifierait peut-être un petit peu leur manière de fonctionner ou de sélectionner, ou au moins de ne pas avoir ce baiser de la mort fatal directement, de se dire, oui, mais peut-être que même si ces personnes-là ont vécu de la dépression ou de l'anxiété, c'est pas rédhibitoire ou... Voilà, je pose la question comme ça, hein. Je pense que ça aiderait un peu, mais en même temps, ce qu'on dit depuis le début, c'est que ce rejet-là et cette perception-là, elle est plutôt consciente en vrai. C'est-à-dire que typiquement, quand j'entends mes collègues dire ah mais non, mais de toute façon, nous on veut pas de personnes qui ont des handicaps parce que c'est trop chiant, c'est pas caché, hein, ils en ont Mais est-ce que conscience hein, les raisons, ouais, mais de cette est-ce que les raisons problématique-là. pour lesquelles ils le refusent, ils en ont conscience? Ah, en fait, je pense qu'ils en ont conscience, oui et non. Est-ce qu'ils ont conscience des vraies raisons? Je sais pas, mais par contre, eux sont persuadés, par contre, d'avoir des raisons légitimes Hmm. de refuser ce genre de choses-là, quoi. Donc, je pense que c'est un peu ça le problème. Et alors, pour rebondir sur ce que disait Nathanaël, j'ai pas osé justement tout à l'heure dire comme conseil, mais en fait, je pense que c'est con, hein. Mais en fait, le fait de camoufler ce genre de choses, donc de pas révéler le fait qu'on ait ce vécu-là, de pas révéler le fait qu'on appartient à ce groupe-là, c'est une manière d'entrer dans la bergerie, en fait. Et après, une fois que tu es en place, bah voilà, tu peux développer les choses et tu peux réussir à faire changer les pratiques, etc. Après, le fait que je peux pas le donner officiellement comme conseil, c'est qu'on sait que ce camouflage-là a aussi des coûts pour les personnes concernées, que c'est très difficile, que ça amène aussi d'autres problèmes ensuite. Donc voilà, mais en vrai, si on veut réfléchir à des solutions à court terme efficaces, bah ouais, t'en parles pas, et puis tu fais ton doctorat, et puis tu travailles là-dessus, et puis après, tu fais changer la vision des personnes que tu vas ensuite encadrer et que tu vas former, etc., quoi. Et d'ailleurs, dans l'article, hein, le cas de cette chercheure, je peux retrouver son nom immédiatement, la docteure Marsha Linehan, qui a fondé la thérapie comportementale et qui a 68 ans, c'est-à-dire très proche de la retraite française, peut-être un peu plus loin de la retraite américaine, j'en sais rien, a dit au New York Times qu'elle avait elle-même un trouble de la personnalité limite, et du coup, à la fin de sa carrière, quoi. Mais c'est un truc assez classique, hein. Les personnes qui ont un trouble quel qu'il soit et qui est dissimulable, c'est une stratégie qu'on met tous et tout en place, hein. Pour rebondir sur ce que tu disais, Nathalie, moi, j'ai jamais autant parlé de ma dépression que depuis que je suis titulaire et que du coup, je suis invirable. Voilà, maintenant, je m'en fous que les gens sachent. Et en fait, c'est classique. C'est très classique, malheureusement. Donc, je seconde hélas, je seconde la recommandation de Camille, sachant qu'on a, entre guillemets, un pied de survivant, dans le sens où, effectivement, on a pu tenir en dissimulant. C'est pas forcément le cas de tout le monde, et du coup, oui, c'est un conseil qui a fonctionné pour nous, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les conseils qui fonctionnent pour les uns, malheureusement, ne fonctionnent pas toujours pour les autres, quoi. Ok, et ben, conclusion finale de ce podcast. Soit on crame complètement le capitalisme, soit on dit rien et on fait rien. Je trouve que c'est une belle conclusion à ce podcast. Je crois Oui, qu'il y en a une deuxième. vas-y. On a tous des troubles. Oui, oui, c'est vrai, parce que Nathanaël nous parlait de ce chercheur qui, à 35 ans, n'aurait rien vécu à part lire ses livres. Fondamentalement, il n'existe probablement pas, celui-là. C'est juste qu'il sait pas forcément parler de ses problèmes et que du coup, il les cache aussi. Mais on ne rentrera pas dans ce débat. Aujourd'hui, ce sera l'occasion d'en parler une prochaine fois. Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup, Camille, pour votre participation et puis bah, pour cet article qui était vraiment super intéressant. Merci à vous.
Et merci de nous avoir invités. Et merci Nathanaël pour tes remarques extrêmement pertinentes comme toujours. Oh, mais de rien, c'est avec grand plaisir. Et on se retrouve donc le mois prochain pour un nouvel épisode de Répar ta science. À bientôt.